Bonsoir à toutes et à tous et merci d'être avec nous jusqu'à minuit, si vous le voulez bien, avec Anne Seften. Anne, bonsoir. Bonsoir Darius, bonsoir à tous. Avec nos invités ce soir, Marion Parizet du groupe de réflexion Le Millénaire. Bonsoir Marion. Françoise Degois, éditorialiste et voix de gauche. Bonsoir. Maxime Yeddo, essayiste, peut-être plus à droite, notamment sur le souverainisme, on vous entendra, on va en parler au sujet du Royaume-Uni. L'historien Fabrice Delmeda. Bonsoir Fabrice. Et le grand reporter Vincent Hugeux. Bonsoir. Merci d'être là. D'abord, le sommaire avec vous, Anne. C'est la rencontre sans doute la plus importante du G20, celle de la dernière chance avant une véritable escalade dans le conflit sur la pêche entre la France et le Royaume-Uni. Boris Johnson et Emmanuel Macron se verront demain matin. Test de crédibilité du Royaume-Uni pour Emmanuel Macron face à un Premier ministre britannique qui déclare, lui, qu'il veut défendre les intérêts de son pays. Et puis les chiffres de l'épidémie remontent encore. Plus de 7300 contaminations en France recensées, soit une hausse de 17% par rapport à la semaine dernière. Cela alors que nous sommes depuis ce matin plus de 50 millions à être complètement vaccinés. Nous verrons aussi les incidents à Nantes. À l'occasion de la venue d'Éric Zemmour, les anti-Éric Zemmour se font plus actifs dans des manifestations houleuses et l'organisation pratique de son Tour de France s'en trouve compliquée. Rendez-vous dans un instant. Votre programme avec Le Bon Coin Emploi, votre partenaire pour recruter le bon candidat près de votre entreprise. Trouvez le bon candidat sur Le Bon Coin. Votre programme avec Clésia, assureur d'intérêt général. L'élégance ne doit rien au hasard. Le nombre d'or est le secret des proportions parfaites. DS9, pouvoir de l'élégance. Il est grand le monsieur. C'est la soupe, ça fait grandir. Déjà de retour. Ça marche bien les soupes, dis donc. Je crois qu'elles font grandir. Allez, viens. Chez U, on n'en fera jamais assez pour les petites entreprises locales. U, commerçants autrement. Carte Noire sélectionne ses grains avec soin pour une richesse aromatique unique qui vous fait ressentir tout le plaisir d'un grand café. Révélez l'arôme intense du café Carte Noire avec votre machine à grains. Carte Noire, intensément vivant. Chez Harmonie Mutuelle, nous croyons plus que jamais au pouvoir du collectif. Et nous faisons tout pour vous convaincre aussi. Parce que c'est en travaillant main dans la main qu'on fait ce qu'il y a de meilleur. Pas vrai, Nathalie? Harmonie Mutuelle, avançons collectif. N'empêche, je me demande si les jeunes ils se retrouvent dans notre monde d'aujourd'hui. Ah, c'est drôle que tu me dis ça parce que la dernière fois j'étais assis au café et juste à côté de moi il y avait une jeune qui racontait: mais je te jure, au Crédit Mutuel, vu qu'il n'y a pas d'actionnaire, je peux participer à des décisions de ma banque et ma voix elle compte autant que celle des autres clients, à égalité, tu vois. Alors lui dit genre, et elle dit mais je te le dis, et l'autre il fait mais non, et elle mais si. Dis-moi, tu crois qu'elle parle du Crédit Mutuel autant que toi, hein? Crédit Mutuel, une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Changer est bien une nécessité, mais changer ne signifie pas renoncer. Alors, ne renoncez pas à la technologie, à la beauté, à l'ouverture sur le monde. Ne vous contentez pas de changer. Ouvrez de nouveaux horizons. Nouvelle 503 plus 1 avec sa Magic d'or. Déjà plus de 70% de Fiat 500 vendus en électrique. Alors si ça vous branche, essayez-la et à votre tour d'inspirer le changement. Rendez-vous sur fiat.fr. Vendez votre voiture.fr. La proposition qui m'a été faite était très bien. Oui, on m'a proposé bien plus que j'espérais. Je suis vraiment content d'être passé par vendezvotrevoiture.fr. Entrez les informations sur votre voiture en ligne et recevez le prix de vente final. Pour vendre, déposez simplement votre voiture en agence. Rendez-vous sur www.vendezvotrevoiture.fr. Beer Center, bien plus qu'un canapé.
Votre nouveau canapé cuir ou tissu est à prix exceptionnel chez Cuir Center. Profitez-en dès maintenant. Et vous le savez, pour nous, la qualité de vie au travail, c'est primordial. J'ai donc décidé une augmentation de 340% du budget alloué aux stylos. Bonne idée, les stylos. Mais en matière de qualité de vie au travail, 87% des salariés considèrent l'hygiène et la propreté comme déterminantes pour assurer leur santé et leur sécurité. 87%. Pensez-y lors de la répartition de vos budgets. La propreté, un achat essentiel. Voilà, c'est là. Marche pas, le stylo. Marche pas. Tu connais l'ouverture à la hollandaise? Non. Avec la main opposée. Rotation. T'as compris? En France, l'usage du vélo a augmenté de 28% en 2020. Pour la sécurité de tous, pensez à ouvrir votre portière avec la main opposée. Qui peut concurrencer la MAF? À la MAF, avec mon assurance habitation, mon téléphone peut être indemnisé en cas de chute accidentelle chez moi, comme en dehors. Désolé, moi je préfère la MAF. C'est le Mafiversaire. Profitez de nos offres sur maf.fr et en agence. Voici l'innovation Forte Nuit 8 heures. Une formule fortement dosée en mélatonine et renforcée de 3 plantes à diffusion progressive pour bien dormir pendant 8 heures. Avec Forte Nuit 8 heures, enfin je fais mes nuits. Forte Pharma, fortez-vous mieux. Et si vous buviez chaque jour une eau au goût plus pur en supprimant vos bouteilles d'eau en plastique? Découvrez notre purificateur d'eau Culligan pour seulement 14,90 € par mois. Et en ce moment, les 2 premiers mois sont offerts. Rendez-vous sur culligan.fr. Chaque jour, nous faisons des gestes qui nous protègent et protègent les autres. Contre le Covid-19, la grippe et les virus de l'hiver, gardons le réflexe des gestes barrières. Votre programme avec Le Bon Coin Emploi, votre partenaire pour recruter le bon candidat près de votre entreprise. Trouvez le bon candidat sur Le Bon Coin. Votre programme avec Lesia, assureur d'intérêt général. L'actualité est marquée par le bras de fer entre Emmanuel Macron et Boris Johnson. C'est à Rome, c'est le conflit sur la pêche et beaucoup plus que cela, c'est tout le conflit de l'après-Brexit qui se joue. Anne Sephen. Oui, alors déjà, je vais vous donner les toutes dernières informations. Notre envoyé spécial à Rome, Marie Chantré, Emmanuel Macron et Boris Johnson vont s'entretenir demain matin via un entretien qui devrait se tenir aux alentours de 10 h, un tête-à-tête sans conseiller ni traducteur. On aura droit à une image au début, nous a-t-elle dit, mais contrairement à son entretien avec Joe Biden, il n'y aura pas de prise de parole prévue d'Emmanuel Macron devant les journalistes. Ça se passera dans une salle de réunion sur le site du G20, neutre diplomatiquement, le nouveau centre des congrès de Rome. En attendant, en début de matinée, a eu lieu la traditionnelle photo de famille. Et si vous regardiez les échanges, sans avoir su qu'il y avait cette guerre autour des licences de la pêche, l'illusion, elle était parfaite. Voilà l'arrivée de Boris Johnson, le petit sourire d'Emmanuel Macron, hop, la poignée de main. Franchement, on n'y voit que du feu. Donc voilà pour la com officielle. En coulisses, ça se répond via presse interposée. Dans une interview au Financial Times, Emmanuel Macron lance un avertissement à Boris Johnson en déclarant que la crédibilité du Royaume-Uni est en jeu. Boris Johnson lui confie à la presse britannique dans l'avion qu'il a emmené pour Rome qu'il promet de défendre les intérêts de son pays. On rappelle que c'est mardi que sont fixées les éventuelles représailles de la France. La France qui pourrait interdire les débarquements de bateaux britanniques en France. Elle menace aussi de réduire ses livraisons d'électricité sur l'île de Jersey. Un mot sur l'énormité de l'enjeu, France, Royaume-Uni, mais plus que ça, l'Europe des souverainistes et l'Europe de Bruxelles. Il y a là vraiment un bras de fer capital.
Oui, il y a un bras de fer capital et on voit même que le souverainisme revient sur le devant de la scène. Il y a eu la semaine dernière Marine Le Pen est en Hongrie, on parlait de l'enjeu pour elle, mais on parlait aussi de l'enjeu du souverainisme. Il y a eu la Pologne qui continue même encore à agiter la Commission européenne avec l'enjeu du souverainisme. Et là, mine de rien, ça gêne beaucoup les Européens parce que c'est un souverainiste qui a réussi. Parce que je rappelle quand même que la campagne du Brexit, elle a été menée, notamment pour les européistes convaincus, sur le fond de mais de toute façon, ne vous inquiétez pas, Boris Johnson ou à l'époque le référendum sur le Brexit, ça n'arrivera pas. Ils n'ont que des intérêts à rester. Et aujourd'hui, on voit qu'il réussit sa campagne de vaccination, il réussit à redresser son pays. Il y a des résultats économiques qui sont surprenants. Donc évidemment, pour les européistes convaincus, ça pose un problème. Vous citiez le cas d'Orban, des Polonais. C'est un tout autre enjeu, si j'ose dire. C'est un beaucoup plus gros morceau. Le Royaume-Uni et Boris Johnson, c'est énorme. C'est la sororité ou la fraternité, comme vous voulez. C'est la France, la Grande-Bretagne, c'est deux pays quasiment égaux en termes de puissance économique, en termes de puissance diplomatique. Puissance nucléaire, membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU. Exactement, Conseil de sécurité de l'ONU. Donc c'est autre chose, si vous voulez, de s'affronter avec Boris Johnson. Bon, alors, on a le crunch sur les terrains de rugby habituel, on a la guerre de 100 ans, on a nos dissensions permanentes, on a le fait aussi que la France a été probablement le pays qui s'est le plus opposé, qui a voulu faire le moins de concessions dans les négociations pour la sortie du Brexit. Donc, on le paye. Et puis, on a au-delà de ça, deux fortes personnalités, un peu punk, toutes les deux. Macron, il est un peu punk dans ses relations. Non, mais dans ses relations internationales, il est atypique. Il est atypique. Johnson, c'est une personnalité. Moi, c'est une personnalité. Vous l'avez vu, Johnson, quand vous étiez encore conseillère de François Hollande. Et en 2015, il était maire de Londres. Moi, je le connais bien moins que plein de confrères qui ont été en poste à Londres, mais j'ai été frappé de voir la chaleur humaine de Boris Johnson au moment de Charlie. Il est maire de Londres, il est d'une bonté avec les Français d'ailleurs, il illumine entièrement Londres avec le drapeau français parce que c'est un traumatisme terrible. J'ai été très frappé de ce personnage complètement kaléidoscopique. Ce que vous dites est très intéressant. On ne peut pas réduire. Alors, beaucoup d'autres nationalistes européens ont été réduits, les Salvini en Italie, etc. Johnson, c'est beaucoup plus large. Salvini, Johnson, honnêtement, il parle français en plus. Il parle français, il parle le grec. Salvini et Johnson, aucune commune mesure sur la dimension culturelle, sur la puissance. On ne peut pas comparer ça. Adversaire redoutable, Vincent Hugeux. Vous êtes le grand reporter. Vous avez pratiqué les Anglais, la diplomatie anglaise, vous l'avez vu à l'œuvre. Elle est redoutable. Notamment dans les Balkans au moment du démembrement de la défunte Yougoslavie. Et au risque du stéréotype, l'archétype du diplomate britannique, c'était une sorte de cynisme raffiné. So British. Il y avait toujours quelque chose de très chic dans la forme et d'implacable dans le fond. Ce qui me frappe là-bas, c'est que d'abord, au-delà de l'enjeu de la pêche, et comme on dit chez les marins bretons, à bon entendeur, chalut. Il y a à 22h12, bravo. On peut se le permettre. La suite va être trépidante. Donc, au-delà de cette boutade, ce qui me frappe beaucoup, c'est que si francophile soit-il, Boris Johnson a toujours été et ne sera toujours guidé, mu, que par les intérêts du pays qu'il dirige. Et que si on sort de cette évidence massive, eh bien, on se trompe dans l'analyse. Par ailleurs, alors pour être équanime dans la critique, il me semble que la France, mais hier vis-à-vis de Joe Biden, aujourd'hui envers Boris Johnson, la France d'Emmanuel Macron, comme celle de Giscard, de Mitterrand, de Chirac, a des emportements, a des ambitions, voire des prétentions de superpuissance, mais n'a que les moyens d'une puissance moyenne. Et il y a toujours cette distorsion entre l'éclat du verbe, la hauteur de la posture, et la puissance et l'influence réelle au moment de l'épreuve de force. Regardez la une du Daily Telegraph, c'est une de ces unes des tabloïds anglais qui insiste sur le côté offensif, notamment des Français, et puis sur cette idée que les Européens veulent en réalité punir le Royaume-Uni du Brexit. Il y a la question de la punition en tant que telle. C'est étonnant, le Brexit a réussi à souder les Européens. C'est quasiment le premier dossier sur lequel on a eu une quasi-unanimité. Et c'est aujourd'hui aussi un peu inquiétant pour la suite. Qu'est-ce que va être l'UE maintenant? Comment va-t-on réussir à avoir une Europe soudée qui soit capable de porter les intérêts de l'ensemble de ces nations si on n'a pas un dossier sur lequel on arrive à s'entendre en termes de priorités stratégiques? Mais au-delà de cette question-là, il y a un autre sujet derrière, c'est que
c'est un peu ce que M. Hugeux a commencé à évoquer, c'est que le Royaume-Uni est un compétiteur, c'est un partenaire compétiteur. On l'a vu dans les questions de la négociation d'accords commerciaux avec les États-Unis, avec les autres pays, puisque maintenant qu'ils ne sont plus dans l'Union européenne, ils sont obligés de créer des accords bilatéraux avec l'ensemble des pays. Ils peuvent jouer sur tous les leviers pour essayer justement d'en tirer le plus grand bénéfice pour eux. Les États n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts. C'est ce que disait le général de Gaulle. C'est particulièrement vrai actuellement. On l'a vu avec les États-Unis, on le voit là aussi avec le Royaume-Uni. Est-ce qu'on peut dire, et cette bonne guerre, que c'est tout l'intérêt des Européens que ça aille mal pour Boris Johnson? Le pire pour l'Union européenne, c'est que ce serait que Boris Johnson réussisse. Alors il y a des paradoxes. Je pense qu'il y a une bonne partie des hommes politiques qui se coltinent des opinions hostiles à l'Europe et qui ont tenu bon, qui se disent oh là là, on va quand même pas laisser passer ça, il faut essayer de trouver un moyen. Mais du point de vue des institutions européennes, il y a toujours ce côté Ursula von der Leyen qui a plutôt penché ce côté britannique là, en disant que les Français surréagissaient. Mais le fond de l'affaire quand même, et vous le disiez Darius, c'est que cette question du souverainisme est une question nationale dans les deux pays. Et Emmanuel Macron, en agissant contre l'Angleterre là, il donne un signal à un moment où justement le souverainisme en France est très fort. Et de l'autre côté de la Manche, pour Boris Johnson, affirmer son nationalisme, là on est d'accord, c'est l'étiquette. C'est pour ça qu'il y a quelque chose d'absolument dingue. Là, il y a une surréaction pour un tout petit enjeu, il faut quand même le dire. Je suis désolé pour nos amis bretons, mais très bien, la pêche, en termes de chiffre d'affaires, en termes de volume d'échange. Je suis désolé, la pêche, c'est un sujet fondamental en Grande-Bretagne. C'est un sujet qui n'est pas puissant en termes quantitatifs électoralement, mais il faut quand même le dire. En termes d'influence, c'est très important. Attends, mais bloquer les transports entre deux pays, pour une question comme ça. C'est bien plus important pour Boris Johnson. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec Maxime sur le tableau idyllique. Ça ne va pas très bien en Grande-Bretagne. Ça va pas très bien. Il y a des pénuries d'essence, il y a des pénuries d'alimentation. Il ne faut pas exagérer. Je suis d'accord. On n'est pas en train de faire la queue dans les magasins que dans les kolkhozes et les sovkhozes. Mais je veux dire par là, mais objectivement, ça ne marche pas très très bien. Donc je crois quand même. Ça marche pas très très bien, mais la pêche. Qu'est-ce qui ne marche pas très très bien, Françoise? Alors Maxime Liénot, on a bien compris, c'est un énorme enjeu. En réalité, un énorme enjeu de puissance. Oui, c'est un énorme enjeu de puissance. Et d'ailleurs, c'est très amusant quand on parle des deux grandes figures historiques d'un pays et de l'autre. On parle de Churchill pour Boris Johnson. D'ailleurs, il en a écrit une biographie, il le cite souvent. Mais il cite également beaucoup le général de Gaulle. Et il se ressort souvent, vous savez, la phrase, on connaît un dialogue entre le général de Gaulle et Churchill. Et quand un journaliste, pas loin de Gaulle, lui dit « Est-ce que vous pensez que de Gaulle est un grand homme ?» On lui répond, et lui, Churchill répond « Vous savez, il est arrogant, il se croit tout permis, il croit être le centre du monde. » Mais bref, vous avez raison, c'est un grand homme. Bon, c'est exactement ce qu'on est essayé en train de faire. C'est-à-dire qu'en critiquant en réalité le Royaume-Uni, on critique aussi ce qu'on n'est pas capable de faire. C'est-à-dire que le Royaume-Uni, tout doucement, commence à essayer de réussir à sortir on va dire, des rouages de lieu. Et je termine en reprenant le contrôle, exactement. Et pour terminer sur ce que dit Françoise, j'ai aussi regardé un tout petit peu la presse anglaise. Et il y a 3 jours, le ministre de l'économie anglais annonçait un énorme plan. Et tous les journaux sont plus ou moins unanimes en disant que c'est un plan très généreux, et je prends le Times, le budget le plus généreux de ce début de siècle. Donc pour un pays qui est foutu, je trouve qu'il se porte assez bien. Moi je ne dis pas qu'il est foutu, je dis qu'il y a un grand décalage entre, c'est exactement comme nous en France, le grand décalage entre la croissance annoncée et la façon dont les gens ressentent et vivent. Exactement. Mais c'est pareil en Grande-Bretagne. Il y a des problèmes de pénurie qui sont évidents. Je n'ai pas dit qu'il allait échouer. Je dis que, pardon. Il y a une réalité compliquée. Écoutons une voix britannique, Alex Taylor. On a souvent dit que c'était le plus britannique des journalistes francophones ou vice-versa, on ne sait plus très bien. Assez critique, très critique même pour ceux qui vous suivent sur Twitter, Alex Taylor, très critique à l'égard de Boris Johnson. Est-ce que vous lui concédez cependant ce qu'on a entendu, c'est-à-dire ce côté habile, charismatique, cabotin, mais avec ce que ça a aussi parfois d'habile et de positif? Encore heureux qu'il a un peu de charisme, parce que tous les dégâts qu'il y a actuellement en Grande-Bretagne, enfin c'est très charmant parce que j'écoute votre plateau, mais je ne reconnais pas du tout le pays qui était le mien, qui est toujours le mien quelque part. De cœur, je veux dire, c'est un pays où il y a beaucoup de pénuries, vous l'avez dit, dans les rayons, il y a beaucoup de queues à la pompe, où il manque énormément de personnel dans les maisons de soins et tout ça à cause du Brexit. Vous avez dit, par exemple, que Boris Johnson, c'est le grand succès de la campagne de vaccination. Certes, pour les premiers mois, mais maintenant, ils sont, je crois, s'ils étaient restés dans l'Union européenne, ils seraient au 13e rang et ils ont 10 fois plus de cas
Covid en ce moment, justement à cause de la politique de cette personne extraordinairement charismatique que vous décrivez, qui est Boris Johnson, qui, si vous suivez mon compte Twitter, vous allez voir, il y a quelques jours, a quand même dépassé les bornes. Il est allé dans un centre de vaccination, il a fait une interview en disant il faut absolument porter le masque quand vous êtes dans des lieux clos avec des gens que vous ne connaissez pas. Derrière lui, il n'y a que des gens qu'il ne connaît pas. Est-ce que lui-même, il porte le masque? Pas du tout. Donc, sa politique, c'est très beau ce que vous décrivez sur votre plateau, mais pratiquement tous les sondages en ce moment, en Grande-Bretagne, disent que les gens voteraient différemment si vous avez le choix, parce qu'on commence à sentir les vrais effets du Brexit sur place, et pas dans la presse, parce que le problème, c'est que les Français lisent la presse britannique sans savoir que 80% de cette presse est férocement pour le Brexit. Donc la vérité se cache derrière. Il y a très peu d'organes de presse qui soient contre. Je vous conseille de regarder vos confrères de Sky News, qui sont beaucoup plus objectifs sur les questions du Brexit que les autres médias. Alex, pardon, vous êtes un pur anglais. Il suffit de voir votre cravate pour s'en convaincre. Vous êtes évidemment, vous étiez de la minorité, plutôt anti-Brexit, mais si vous entrez dans la tête des autres, des Britanniques qui ont soutenu le Brexit, qui ont quand même gagné. Voilà, ils ont gagné, ils étaient majoritaires. Qu'est-ce qui se joue pour eux, là, demain, dans le bras de fer avec Emmanuel Macron? Enfin, vous me tendez la perche, donc je vais répéter chaque fois. C'était une petite majorité qui ont voté de ceux qui avaient le droit de vote. Ça, c'est la démocratie. Une majorité est une majorité. Hein. Non, pas du tout. C'est pas démocratique du tout. Je suis citoyen britannique et je n'avais pas le droit de vote. Comme presque 1 million de Britanniques qui vivent dans l'Union européenne à qui on avait promis le vote, on ne leur a pas donné. Ça aurait changé les choses. Quand vous me dites que c'est une majorité, je me permets de mettre en doute le processus démocratique. Qu'est-ce que les gens attendent demain? Demandez aux pêcheurs. Demandez aux pêcheurs. Mon compte Twitter est aussi plein de témoignages de pêcheurs qui ont dit on a cru ce que nous avait promis Boris Johnson et maintenant on regrette beaucoup le fait d'avoir voté pour le Brexit parce qu'ils ne peuvent plus vendre leurs poissons si facilement dans leur principal marché qui est l'Union européenne. Le Brexit leur a coupé beaucoup de possibilités de vendre librement ceux qui pêchent dans leur marché principal. Il y a beaucoup d'entreprises britanniques, surtout des petites entreprises, qui sont en train de faire faillite, tout simplement parce qu'ils n'ont plus accès au plus grand marché du monde qui est à 30 km de leur porte. Donc, je suis, excusez-moi si en tant que Britannique, certes anti-Brexit, mais je ne me reconnais pas forcément dans les éloges que vous venez de faire du Premier ministre britannique actuel. Alex Taylor, merci beaucoup de votre éclairage. Revenez quand vous voulez parce que vous êtes un très grand connaisseur du Royaume-Uni. Vincent Hugeux, votre regard sur... Vous avez fait le tour du monde plusieurs fois. Vous avez été sur tous les théâtres d'opération. Quand vous voyez ce bras de fer colossal dans la vieille Europe qui quand même représente encore tellement. Déjà, je remarque que Boris Johnson, qui est aussi, soyons là aussi, équilibré dans le jugement, qui est aussi un peu un histrion, qui a une perception ludique du pouvoir et de son exercice. Il y a un côté comme ça, imprévisible, théâtral, incantatoire, etc. Bien. C'est quand même quelqu'un qui, aujourd'hui, apparaît comme renouant avec le tropisme atlantiste historique, un invariant de la politique britannique, donc rien de bien anormal là-dessus. Churchill, qui était très pro-européen, mais pour les autres, pas pour lui. Il ne voulait pas entrer en Europe, que les autres la fassent. Pour autant, est-ce que l'Europe des rescapés, en quelque sorte, a intérêt à ce que le Royaume-Uni plonge dans un chaos sans fond? Je ne crois pas. Parce que pour légitimer l'institution du mariage, il faut que le divorce soit fonctionnel. Donc il faut qu'on administre la preuve qu'on peut entrer et sortir sans entraîner l'ensemble de la famille dans le désastre. Mais vous avez totalement raison, mais il y a plusieurs choses sur ce que vient de dire Alex Taylor. Il présente le Royaume-Uni comme n'étant pas idéal. Bien sûr, aucun pays n'est idéal. Il parle des pénuries, parce qu'en France, nous n'avons pas de pénurie, on n'a pas des pénuries de bois, on n'a pas des pénuries de semi-conducteurs, demandez aux entreprises de production. Non, bien sûr, mais il y a aussi la pénurie qui existe en France et qui est liée certes au contexte international, mais il existe. Quand on parle ensuite de oui, oh là là, mais regardez Boris Johnson, mais quelle honte, il disait qu'il fallait porter le masque en endroit clos derrière. On n'a pas vu des vidéos du président de la République dansant dans l'Élysée suite à la victoire de certains matchs. Donc je veux dire, les incohérences, elles existent aussi en France. Merci
Dans un instant, l'actualité sur le front sanitaire, elle est importante ce soir. Plus de 7300 nouveaux cas Covid en 24 heures. On en débattra avec le professeur Benjamin Davido. Que faire et que faire notamment du pass sanitaire. Et puis Éric Zemmour n'était pas franchement le bienvenu à Nantes cet après-midi alors qu'il se produisait au Zénith. 650 personnes selon la préfecture de Loire-Atlantique, en majorité des Antifas, se sont opposées à sa venue pendant son meeting littéraire. Merci et à tout de suite. Votre programme avec Le Bon Coin Emploi, votre partenaire pour recruter le bon candidat près de votre entreprise. Trouvez le bon candidat sur Le Bon Coin. Votre programme avec Lesia, assureur d'intérêt général. Fumer des joints affecte la coordination des mouvements, la vue, l'ouïe, la concentration, les réflexes. Cuir Center, bien plus qu'un canapé. La nouvelle collection de canapés lits est à prix exceptionnel chez Cuir Center. Profitez-en dès maintenant. Amphibiox, la pluie glisse sur nous. Géox, respire. Vendez votre voiture.fr. C'est vraiment facile de vendre sa voiture avec vendezvotrevoiture.fr. Entrez les informations sur votre voiture en ligne et recevez le prix de vente final. Pour vendre, déposez simplement votre voiture en agence. La vente est rapide et sans prise de tête. J'ai reçu un très bon prix. Rendez-vous sur www.vendezvotrevoiture.fr. N'empêche, je me demande si les jeunes ils se retrouvent dans notre monde d'aujourd'hui. C'est drôle que tu me dis ça parce que la dernière fois j'étais assis au café et juste à côté de moi il y avait une jeune qui racontait mais je te jure au Crédit Mutuel vu qu'il n'y a pas d'actionnaire je peux participer à des décisions de ma banque et ma voix elle compte autant que celle des autres clients à égalité tu vois. Alors lui dit genre et elle dit mais je te le dis et l'autre il fait mais non et elle mais si. Dis-moi, tu crois qu'elle parle du Crédit Mutuel autant que toi hein? Crédit Mutuel, une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Une croisière qu'Atlante, au cœur d'un archipel, au goût de paradis. Caché dans l'océan Indien. Sensuel et envoûtant. Aux Seychelles, découvrez l'Éden sur catlante.com ou au 01 55 20 90 90. Ça va, Franck ? Bon, ça va super. J'ai pas de raison de m'angoisser. Grâce à la Matmut, avec Océane Santé Essentielle, je suis toujours bien couvert et j'ai des garanties 20% moins chères. En plus, Matmut s'engage à ne pas augmenter ses tarifs santé jusqu'à fin 2022. Matmut, ma valeur sûre. Désolé chérie, je te rappelle que c'était Venise ou le frigo. On peut pas tout avoir. Et si, chez Electrodépôt, on peut. Regardez, pour vous proposer des produits neufs au prix les plus justes, on les optimise. Pareil pour nos magasins, on limite la déco pour ne pas impacter nos prix. Comme notre réfrigérateur combiné i1 à seulement 239,98 €. S'offrir le meilleur au meilleur prix chez Electrodépôt. Et oui, on peut. Electrodépôt, des prix, mais pas seulement. Préparez-vous, les figurines mignons débarquent dans le Happy Meal. Et en ce moment, découvrez nos fruits à croquer issus de l'agriculture éco-responsable. Changer est bien une nécessité, mais changer ne signifie pas renoncer. Alors, ne renoncez pas à la technologie, à la beauté, à l'ouverture sur le monde. Ne vous contentez pas de changer. Ouvrez de nouveaux horizons. Nouvelle 503 plus 1 avec sa Magic Door. Déjà plus de 70% de Fiat 500 vendus en électrique. Alors si ça vous branche, essayez-la et à votre tour d'inspirer le changement. Rendez-vous sur fiat.fr. Deliveroo présente
Tous les plats de vos restos préférés ou vos courses indispensables, livrés chez vous. 15 € offerts sur votre première commande avec le code à table. On se fait un Deliveroo? Il est grand, le monsieur. C'est la soupe, ça fait grandir. Déjà de retour. Ça marche bien les soupes, dis donc. Je crois qu'elles font grandir. Allez, viens. Chez U, on n'en fera jamais assez pour les petites entreprises locales. U, commerçons autrement. L'élégance ne doit rien au hasard. Le nombre d'or est le secret des proportions parfaites. DS9, pouvoir de l'élégance. À base d'une argile naturelle purifiée, Smectalia traite la diarrhée aiguë en protégeant la muqueuse digestive. Smectalia, contre la diarrhée où que vous soyez. Médicament indiqué dans le traitement de courte durée de la diarrhée aiguë en complément des mesures diététiques. Tout médicament peut exposer à des risques, parlez-en à votre pharmacien. Départ pour vos vacances d'hiver à petit prix partout en France. Réservez vos billets de train dès maintenant sur wigo.com. Tu me fais tourner la tête. Mon manège à moi, c'est toi. Je suis toujours à la fête. Quand tu me tiens dans tes bras, je fais le tour du monde. Ça ne tourne pas plus que ça. Nouvelle Peugeot 308 hybride, une expérience unique. On répare votre téléphone. La réparation est garantie 1 an. Orange. Oh Valentina, mon amour, tu travailles si dur. Heureusement, il y a SumUp. Pour développer ton activité, satisfaire tes clients, gérer ton argent. Plus d'argent pour toi veut dire plus d'argent pour ce que tu aimes. Ah, comme un poisson dans l'eau. SumUp, reprenez la main. Votre programme avec Le Bon Coin Emploi, votre partenaire pour recruter le bon candidat près de votre entreprise. Trouvez le bon candidat sur Le Bon Coin. Votre programme avec Clésia, assureur d'intérêt général. Bonsoir ou rebonsoir, le professeur Benjamin Davido. Docteur Davido nous a rejoint. On aura besoin de ses lumières pour éclairer ce chiffre qui fait l'actualité de la journée, cette hausse très marquée des cas de Covid. 7300, plus de 7300 nouveaux cas en seulement 24 heures. C'est l'épidémie qui repart, mais on va le voir évidemment avec un impact différent en fonction de la vaccination. D'abord, les essentiels avec Anne Seften. Et elle a une épidémie qui gagne à nouveau du terrain. Vous l'avez dit, on a dépassé ce soir les 7000 cas de contamination en 24 heures. Hausse de 17% très précisément par rapport à la semaine dernière. Plus de 6000 personnes sont hospitalisées, plus de 1000 en soins critiques. Il y a quand même une bonne nouvelle, nous avons dépassé le seuil symbolique des 50 millions de vaccinés aujourd'hui en France. Un déplacement sous haute tension pour un nouveau meeting littéraire. On rappelle qu'il n'est toujours pas déclaré à la présidentielle. L'une de ses réactions envers ses détracteurs, s'ils se comportent comme des barbares, je les qualifie de barbares. Une avancée en ce premier jour du G, la mise en place d'un impôt minimal de 15% sur les bénéfices des multinationales. Demain, la rencontre à suivre sera le tête-à-tête entre Emmanuel Macron et Boris Johnson sur la guerre autour des licences de la pêche depuis le Brexit. Elle aura lieu à 10h selon nos informations. Ce sera probablement l'un des buts de l'année et il est signé Kazri. Le Stéphanois est l'auteur d'un lob de 68 mètres directement au fond des filets face à Metz. But magnifique, comme on le dit en plateau. Malgré cela, les deux équipes ne sont pas parvenues à briller. Score final, un but partout. Et puis un rendez-vous à ne pas manquer. Demain, la maire de Paris, Anne Hidalgo, candidate PS à la présidentielle, sera l'invitée du grand jury RTL, LCI, Le Figaro. L'occasion d'évoquer son début de campagne qui peine à décoller ou encore la place de la gauche dans cette campagne, mais aussi ses propositions pour la présidentielle.
regardons ensemble ces deux chiffres, il faut les voir tous les deux sont très significatifs, tous les deux retentissent dans toute la France. D'abord, on l'a dit, ces chiffres de l'épidémie Covid, 7360 cas en seulement 24 heures, c'est vraiment un cap. Et puis l'autre chiffre qui sonne comme un communiqué de victoire pour la vaccination, plus de 50 millions de vaccinés, vaccination complète. Docteur Davido, il faut vraiment les mettre en balance, ces deux chiffres. Mais quoi qu'il en soit, premier constat, oui, l'épidémie repart. Oui, absolument. Ce qui est très important, c'est qu'on a réussi à être dans le top 3, sans me tromper, en Europe, des schémas vaccinaux complets. Et encore une fois, l'enjeu, maintenant qu'on sait que la vaccination ne protège pas durablement beaucoup plus que finalement, lorsqu'on a un rhume saisonnier et qu'on sait qu'on peut rattraper la maladie d'un rhume banal au mois d'avril. En fait, d'ailleurs, les rhumes, ce sont des coronavirus, beaucoup ne le savent pas. Ça veut dire qu'il va falloir faire des doses successives, peut-être ensuite espacées dans le temps, mais que finalement, le cap qu'on doit se fixer, c'est de réussir la campagne de 3e dose qui se fait en même temps que la grippe aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que c'est ce qui va nous protéger des hospitalisations et donc des restrictions jusqu'à mars prochain. Vous trouvez qu'on communique assez, à part Olivier Véran qui s'est photographié en train de se faire et la 3e dose et le vaccin contre la grippe? Je trouve pas qu'on communique assez en fait. On communique pas du tout, pour être clair. Moi, ce que je déplore, c'est qu'il n'y ait pas de campagne de publicité typiquement sur les abribus, qu'on explique ça aux Français. Et encore une fois, on est aujourd'hui dans une situation inédite. Pourquoi ? Parce qu'on a une possibilité de faire pour la première fois une vaccination préventive. La vaccination, c'est pour prévenir des vagues. Ouais. Et en réalité, depuis le début de l'épidémie, c'est comme ça. C'est que l'épidémie avait toujours un coup d'avance sur nous. C'est qu'on a toujours vacciné pour essayer de casser la dynamique des vagues. Et aujourd'hui, on peut empêcher une vague, et donc il faut à tout prix mettre les bouchées doubles et ne pas mettre dans la balance, à défaut, le pass sanitaire, parce que le pass sanitaire ne réglera pas tout. Il ne faut pas l'annihiler, mais il faut clairement parler de cette campagne de 3e dose. Sinon, on va se retrouver dans une situation où, à partir du mois de décembre, ça va être délicat à l'hôpital. Docteur Davido, vous ouvrez les chapitres qu'on va prendre les uns après les autres. Est-ce qu'il faut, oui ou non, une 3e dose pour tous ou non? Est-ce qu'il faut prolonger le pass sanitaire? Est-ce qu'il faut mettre la 3e dose dans le pass sanitaire? Est-ce qu'il faut vacciner les enfants? Chacun de ces chapitres, on va les développer puisque vraiment, on a franchi aujourd'hui un cap avec ces plus de 7300 nouveaux cas. Mais d'abord, ce seuil des 50 millions de vaccinés en France. Oui, 50 millions de vaccinés en France. On vous parle des Français qui affichent un schéma vaccinal complet, bien évidemment. Nous sommes plus de 74% à être vaccinés en France. Alors, sommes-nous les meilleurs en Europe? Alors non, c'est le Portugal. Sa population est vaccinée à 86%. On arrive en 2e position devant la Belgique, l'Italie, dont la population est vaccinée à plus de 72%, et puis devant l'Allemagne, 66,5%. Voilà, ça vaut la peine de s'arrêter un instant sur ces chiffres. Quand même, c'est très spectaculaire. Plus de 64% en France, quand on se rappelle d'où on venait, le scepticisme, c'est une victoire du gouvernement, de la vaccination, de fait. Oui, c'est l'histoire, c'est les fables de La Fontaine, c'est le lièvre et la tortue. Rien ne sert de courir, il faut partir à point. Et d'ailleurs, c'est ça qui nous protège un petit peu de cette reprise épidémique, en réalité des formes graves, parce que la plupart des Français se sont vaccinés. À un moment donné, on a instauré le pass sanitaire, c'est-à-dire au mois de juin, et que, comme on sait aujourd'hui qu'on est globalement bien protégé pendant 6 mois, vous voyez où ça nous amène, fin novembre, début décembre, dans les bonnes conditions, mais on sait qu'on revoit arriver à l'hôpital des gens de 80 ans qui ont des comorbidités et qui n'ont pas fait leur 3e dose. Et c'est pour ça qu'il faut appuyer sur l'accélérateur tant qu'il est encore temps. Alors, docteur, pendant que vous parlez, je vois il y a des sceptiques sur ce plateau, des sceptiques historiques. Il y en avait un plutôt à droite, un plutôt à gauche. Ils se font discrets, là, tout à coup. On a l'impression que... Alors, on n'est pas discret, nous attendons. C'est rare que Françoise de Gois soit discrète. Ça, avouons. Là, il faut unir nos armes. Alors, non, mais la faculté. Sérieusement, est-ce que ce chiffre, quand même, vous convainc, vous fait revoir un peu votre jugement? Darius, est-ce qu'on pourrait tous s'accorder sur le fait que nous parlons de cas positifs, nous ne parlons pas de malades? Le problème Non, mais on parlait des 50 millions de vaccinés. Ah non, mais très bien, félicitations, 50 millions de vaccinés. Grâce en grande partie au pass sanitaire, soyons francs. Oui, à l'incitation du pass sanitaire. L'obligation pour pouvoir aller manger au restaurant d'avoir un pass sanitaire. Donc bravo le pass Surtout pas bravo le pass, absolument pas bravo le pass, parce qu'au nom de ça, on va nous faire avaler qu'on doit tous avoir une 3e dose plutôt que d'aller chercher les gens qui ne sont pas encore vaccinés et qui ont besoin, eux, de leur 3e dose avant toute chose. Et puis j'aimerais bien qu'on ne nous fasse pas avaler l'idée que ce pass sera obsolète si on n'a pas une 3e dose. Pourquoi je parle de ce chiffre, Darius, et vous autour de la table? Parce qu'on confond tout. Qu'est-ce qui rentre dans l'esprit des gens? Je suis quelqu'un, je rentre là, je regarde la télé. Oh là là, 7200 cas.
Et 7200 cas, c'est pas 7200 malades. Vous comprenez ce que je veux dire? Comment dire? Aussi grâce à la vaccination, parce que ce seront des cas avec des effets moins graves. Je ne suis pas du tout anti-vax, mais je laisse le droit à des gens de ne pas vouloir être vaccinés. On a le droit dans ce pays d'être vacciné soi-même, de ne pas taper et traiter les anti-vax de dégénérés, et de ne pas être d'accord avec le pass sanitaire. Alors, elle est pour le droit de mourir dans l'indignité. Fabrice. Non, retenez n'importe quoi. Non, mais ça ne veut rien dire ce que vous dites. Ce qu'il y a d'important quand même dans le moment où on est, c'est de rappeler qu'on est la partie d'Europe protégée, mais que même dans cette partie d'Europe protégée, ça flambe. Ça flambe en Grande-Bretagne, plus de 45 000 cas par jour. Ça flambe en Allemagne, où ça commence à remonter. Ça flambe à mort en Russie, il faut le rappeler. Hein. On va y venir dans un instant. On y reviendra. Mais eux ont un problème de vaccination. Voilà. Et justement, cette petite avance qu'on a prise, je suis assez d'accord avec vous, il faut essayer de la maintenir. Et c'est vrai que la troisième dose de vaccination, je veux dire, l'habitude de prendre pour la grippe, on a mis pratiquement 20 ans à l'imposer. C'est devenu habituel maintenant de se vacciner contre la grippe. Il faut peut-être qu'on se dise, c'est normal de se vacciner contre un nouveau type de virus qui, effectivement, revient à intervalles réguliers avec ses mutations. Moi, je me vaccinerai pour une troisième dose. Mais vous vous vaccinez contre la grippe? Les moins de 60 ans, en général, on ne le fait pas. Les moins de 60 ans, en général, on ne le fait pas. On le fait après 60 ans. Ça me guette bientôt, je te rassure, François. Moi aussi, mon ami. Non, mais il y a peut-être aussi l'autre sujet sur lequel est assez d'accord Olivier Véran, c'est-à-dire que sur la vaccination, il y a la troisième dose, mais bon, il me semble que ça fait déjà consensus sur la majeure partie de la population qui est vaccinée, mais il y a surtout les tranches d'âge qui sont vaccinées. Or, et je parle sous contrôle de la vision médicale, on a le taux en Europe qui est le moins satisfaisant sur la vaccination des plus de 80 ans. Et Olivier Véran le reconnaît. Vous montriez en haut de ce graphique le Portugal qui est en tête. Le Portugal a un taux chez les plus de 80 ans qui est excessif. Et d'ailleurs, Olivier Véran balaye un peu ça d'un revers de main en disant « Mais oui, non, mais vous savez, c'est très compliqué d'atteindre 100%, donc je ne crois pas vraiment ces chiffres. » Ça, c'est la première chose. Et il me semble d'ailleurs que c'est justement à cause de ça, alors que l'OMS n'était pas pour, on parlait du Royaume-Uni, que le Royaume-Uni n'a pas fait ce choix de vacciner les moins de 18 ans. Les 12-18 ans, on le fait en grande partie parce que nous ne sommes pas capables d'aller chercher les plus de 80 ans. Est-ce que ce n'est pas ça le véritable enjeu aujourd'hui ? Je crois qu'il y a deux enjeux, parce que d'abord, en réalité, il y a aussi l'enjeu de la troisième dose, encore une fois, chez ceux qui font partie de 70% des plus de 80 ans qui ont eu ces deux doses et qui demain ne seront plus protégés. Voilà. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est une maladie des contacts humains. Aujourd'hui, la grande différence, on l'a oublié, et on peut s'en féliciter en quelque sorte, c'est qu'on fait de moins en moins les gestes barrières. Pourquoi ? Parce qu'on est très protégé vis-à-vis de la vaccination, plutôt grâce à la vaccination, mais paradoxalement, on a augmenté nos contacts avec un virus plus contagieux, ce qui freine finalement, en quelque sorte, la transformation du virus au sein des populations qui s'immiscent chez les vaccinés et qui donnent ces chiffres quotidiennement qu'on voit. Donc, si vous voulez, j'ai envie de dire, c'est pas très joli ce que je vais dire là, mais les sujets âgés qui sont tout seuls en EHPAD, qui n'ont aucune visite, qui sont complètement isolés et qui émargent dans ces plus de 80 ans pas vaccinés, je crois que eux, malheureusement, c'est presque peine perdue et qu'à l'extrême, quelqu'un de 45-50 ans hypertendu qui n'aura pas la troisième dose, eh bien lui, malheureusement, il se retrouve à l'hôpital. Et lui, la question, le dilemme d'un passage en réanimation et d'un soin médical va se poser beaucoup plus que quelqu'un... Donc c'est pas un sujet des plus de 80 ans, alors qu'on dit quand même que c'est pour pas ça... C'est pas un sujet. C'est pas que c'est pas un sujet. Non, mais ce que je peux vous dire, je veux pas... Non, mais c'est pas ça, c'est pas l'esprit de polémique, mais c'est juste, si on commence à vacciner les plus jeunes parce qu'on n'arrive pas à vacciner les plus âgés, est-ce que c'est pas là le véritable... Non, je crois pas que c'est ça, je me suis peut-être mal exprimé. Le problème, c'est la circulation du virus dans la population. Et quand vous êtes isolé, peu importe votre âge, que vous n'avez plus aucun contact, alors après, qu'est-ce que ça veut dire avoir des contacts ? Mais typiquement que vous êtes en EHPAD, que vous ne sortez plus, qu'il vous reste 6 mois à vivre et que vous n'êtes pas vacciné, c'est ça en gros que j'explique, eh bien de toute façon vous avez échappé à la deuxième dose, vous n'aurez pas non plus la troisième dose probablement, et qu'en réalité l'enjeu c'est de ne pas perdre de vue que ceux qui l'ont fait, qui ont plus de 80 ans, qui voient leurs petits-enfants, qui vont au restaurant, puissent avoir leur troisième dose et contribuent à diminuer la circulation du virus. Docteur Davido, comparons la situation avec d'autres, avec la Russie qui a un taux de vaccination beaucoup plus bas, et on va voir à quel point effectivement, la situation là-bas est extrêmement différente. Reportage en Russie. Premier constat, c'est très frappant. D'abord, peut-être pour toutes celles et ceux qui disaient « Ah, les régimes plus autoritaires, ça va marcher mieux, les démocraties, c'est fini ». On voit que les vieilles démocraties occidentales libérales ont bien fait le travail.
par comparaison. D'une certaine manière, alors pour la Chine, il y a le cas simplement de la politique qu'ils ont choisi d'aborder. C'est-à-dire ils ont voulu faire une politique zéro Covid. Ce qui, dans un modèle totalitaire, veut dire à chaque fois qu'on a un cas, on cloisonne tout. Et leur vaccin a un taux très bas de réussite. En plus, les taux d'efficacité des vaccins russes et chinois ont quand même été globalement plutôt questionnés. On ne sait pas exactement ce qu'il en est réellement, mais on a... Les Chinois eux-mêmes ont avoué, c'est un peu plus de 60, mais ce qui n'est pas très bon. Ça montre aussi les limites de la logique simplement de faire du zéro Covid. Même dans des îles, ils n'ont pas réussi à faire du zéro Covid. Et dans ce sens-là, on peut quand même admettre que le gouvernement n'a pas complètement foiré sa politique sur le Covid en essayant de maintenir et de faire avec le virus plutôt que de tenter de s'isoler de tout, alors qu'on est dans un espace de libre circulation. Sur cette parenthèse encore, quand on se rappelle, au début de l'épidémie, on voyait ces hôpitaux en Chine construits prétendument, très rapidement, etc. On s'est laissé un petit peu embarquer dans ce vieux préjugé que l'autoritarisme, ça marche, et on voit qu'on s'est trompé. Je ne suis pas sûr qui s'est laissé embarquer en tout cas. Vous ne vous rappelez pas oui, je vous disais au début de l'épidémie. Non, mais ils ont des résultats. Non, en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'on a salué, on a surtout salué, vous vous souvenez, ce renversement diplomatique au début du confinement. Refaisons le film. On avait la Chine qui arrivait sur le tarmac de l'aéroport de Rome avec les Cubains pour amener des respirateurs, pour amener des masques. Et là-dessus, tout le monde s'enthousiasmait en disant c'est complètement dingue que Cuba envoie ses médecins, alors que l'Europe n'est pas capable d'aider l'Italie qui est en première ligne, qui est en train de crever. C'est exactement ce qui bloque la Chine actuellement, c'est qu'ils sont dans cette dynamique où ils jouent toute leur image et leur crédibilité internationale sur la gestion de la crise sanitaire. S'ils loupent ce côté-là, ils vont se retrouver avec l'ensemble de la communauté internationale qui va leur tomber dessus. Et la croissance épidémique mondiale qui va chuter. Qui est l'inquiétude principale. Globalement, leur préoccupation majeure, c'est de maintenir ce narratif jusqu'au bout. Et aujourd'hui, ils sont quand même dans une situation un peu compliquée, sachant qu'ils sont attaqués sur d'autres fronts économiques et autres. Ils ferment les cinémas à Pékin. Ils ferment les cinémas, mais ils ferment beaucoup de choses. Docteur Salamon, comparaison avec, on le voit bien, quand on a un taux de vaccination à 30% par rapport à ce qui est en Europe de l'Ouest, on a quand même une différence majeure. Ça, c'est la preuve par les faits. Le vaccin, aujourd'hui, il divise par 10 la probabilité d'être hospitalisé, donc ça, c'est indéniable. Aussi, dans l'équation, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on a des vaccins ARN messagers qui sont extrêmement efficaces. Aujourd'hui, les données de science montrent que le taux d'anticorps par ce type de vaccin est beaucoup plus robuste que les vaccins à vecteurs ADN ou que des vaccins conventionnels. Et puis, on a oublié dans cette équation, finalement aussi, l'Europe, elle est relativement petite. La Chine, la Russie sont des contrées extrêmement étendues, extrêmement grandes. Et indépendamment des politiques et même du vaccin, c'est extrêmement difficile de faire en si peu de temps une vaccination à grande échelle, ce d'autant plus avec un vaccin pour lequel il faut répéter les doses au bout de 6 mois. Sur la Russie, il y a un phénomène en plus qu'on connaît bien parce qu'on aime beaucoup la Russie, je crois, autour de ce plateau, il y a un phénomène d'où parle-t-on, c'est-à-dire que ça vient également d'un gouvernement et d'un pouvoir qui n'a pas forcément la confiance d'une partie de la population. Donc il y a aussi une réticence à se faire vacciner parce que, en gros, c'est Poutine qui leur donne aussi. Et puis aller faire la vaccination dans le Tatarstan, allez donc à Vladivostok, où vous avez 12 heures de décalage horaire, c'est très compliqué. Alors, Françoise Degois, dans ce contexte, la hausse des cas en France, avec plus de 7300 cas en seulement 24 heures, il faut rappeler ce chiffre qui est sans doute le chiffre de la journée. Écoutez comment réagissait tout à l'heure sur ce plateau Rémi Salomon. Il est la voix de plus de 13 000 médecins. C'est le président du conseil médical des hôpitaux de Paris. Et il commentait à chaud ces chiffres. Bon, ça remonte. On craignait après la rentrée scolaire que ça remonte plus tôt. Finalement, on craignait que les enfants véhiculent le virus et fassent remonter plus tôt que ça. Donc c'est plutôt là un décalage par rapport à ce qu'on avait prévu. Ça remonte doucement. Et ce qu'on regarde surtout, moi, ce qui m'intéresse le plus, et ce qui nous a vraiment intéressé depuis le début de cette pandémie, c'est l'impact sur l'hôpital. Ouais. C'est ça qui a guidé les mesures qu'on a prises jusqu'au confinement. On va reparler dans un instant de l'impact sur l'hôpital, mais d'abord un mot sur les enfants. C'est frappant de voir que le professeur Salomon commence par citer cette voie-là de contamination. Est-ce qu'effectivement, il y a là une voie de contamination importante ? Encore une fois, le Covid est un coronavirus. Le coronavirus, c'est des maladies saisonnières, principalement, qui touchent les enfants. Ils sont atteints régulièrement des autres coronavirus. Il y en a 4 au sein de cette famille. Et donc, ils croisent le virus du SARS-CoV-2, c'est comme ça qu'il s'appelle. Et donc, on va contaminer de chaîne en chaîne. C'est pour ça, pour répondre à ce qu'on disait tout à l'heure, la vaccination de quelqu'un de 30 ans, elle est extrêmement utile parce que les jeunes parents de ces enfants, eh bien, ils sont protégés. Et donc, on limite la circulation du virus au sein de la population.
Par contre, parce qu'il faut vacciner les petits, c'est ça en fait le fond de l'affaire, le fond du débat, c'est ça. Parce qu'il y a des pays comme la Colombie, je crois, qui ont décidé de vacciner les petits, hein, donc moins de 10 ans. Hein. Alors avec du Sinovac, donc je ne sais pas si c'est le plus efficace, mais c'est un débat qu'on a. Alors un mot là-dessus, puis est-ce qu'on va écouter le panorama général? Est-ce que oui ou non, vous êtes pour la vaccination des enfants ici? Encore une fois, je pense que là, aujourd'hui, l'urgence, c'est de faire la campagne de 3e dose. Ce n'est pas la vaccination des 5-11 ans. Si on arrive, j'ai envie de dire par chance, à faire en sorte qu'il n'y a pas de 5e vague hospitalière, parce que si le compteur se bloque à 10 000, c'est ça la vraie question. On parle de À ce contamination. moment-là, on pourra réfléchir sur des stratégies au-delà de nos frontières, la redistribution des vaccins par COVAX, est-ce qu'en France, ça a un sens de vacciner les plus jeunes enfants pour encore plus freiner la circulation du virus durablement? Juste un mot sur les 5-11 ans. Il y a certains qui appuient cette vaccination en disant regardons ce qu'ils font aux États-Unis. Et aux États-Unis, ils ont tellement de cas d'obésité sur les enfants qu'ils ont énormément d'enfants qui se sont retrouvés hospitalisés. Ce n'est pas du tout le cas en France, me semble-t-il. Françoise Degois, on voit à quel point les politiques diffèrent dans les États pour la 3e dose. On va en reparler dans un instant. Et effectivement, pour la vaccination des enfants, Anne, quand on fait le panorama général, on a cité certains de ces pays. Il y a des pratiques très différentes à ce stade. Oui, hier, l'Agence américaine du médicament a donné son feu vert pour la vaccination des 5-11 ans aux États-Unis. Ça concerne 28 millions d'enfants. Elle valide donc les études faites à ce sujet par les laboratoires Pfizer. C'est vrai qu'on dit que les enfants, Françoise l'a dit, aux États-Unis sont plus sujets aux comorbidités. Et ailleurs, comment ça se passe? Quels sont les pays qui vaccinent déjà les mineurs? Regardez, Israël vaccine depuis le mois d'août les enfants âgés de 5 à 11 ans. En septembre, le Cambodge a décidé d'autoriser la vaccination des enfants de plus de 6 ans. Cuba aussi, à partir de 2 ans. Depuis la semaine dernière, la Chine a commencé à vacciner les enfants à partir de 3 ans avec le vaccin chinois. Et puis en Colombie, Fabrice l'a dit, les enfants de 3 à 11 ans pourront se faire vacciner contre le coronavirus à partir de ce dimanche avec le vaccin chinois. C'est ce qu'a annoncé hier le président colombien. Cela alors que l'OMS n'a, elle, toujours pas recommandé cette vaccination des enfants. Depuis plusieurs mois, elle martèle que l'urgence, c'est de vacciner la population des pays pauvres avant les enfants et adolescents, qui plus est des pays riches. Alors faut-il vacciner nos enfants en France? On a eu l'avis de Benjamin Davido, les avis divergent. Écoutons le pédiatre Robert Cohen et l'épidémiologiste Catherine Hill. On peut attendre parce que l'impact chez les jeunes enfants du SARS-CoV-2 est relativement modéré. Le virus circule chez les non-vaccinés, les non-portantes. Voilà, on est obligé de constater qu'il y a quand même, pour l'instant, une forme de... Le consensus n'est pas atteint. Hein. Non. Et puis, je pense qu'encore une fois, tout le monde dit la même chose, c'est-à-dire quand est-ce qu'on se fixe le scénario idéal qu'on freine la circulation du virus? Vacciner les enfants, ça sert à freiner la circulation du virus. La probabilité d'avoir un bénéfice individuel sur la vaccination d'un enfant en France, elle est extrêmement faible. Évidemment, on oublie, il y a malheureusement des enfants de moins de 11 ans qui ont des maladies générales et qui doivent être vaccinés d'ailleurs. Et c'est triste. Mais très clairement, aujourd'hui, on ne peut pas mettre dans la balance de vacciner les 5-11 ans, alors même qu'on n'a pas assez vacciné dans le cadre de la 3e dose et qu'on revoit arriver, on en parlait tout à l'heure, des gens qui ont des comorbidités, des personnes âgées et qui sont hospitalisées. Parce qu'encore une fois, l'objectif, au-delà du nombre de valeur absolue des contaminations journalières, c'est bien de freiner les hospitalisations. Et sur ce point-là, il y a aussi un point qu'il faut prendre en compte, c'est l'acceptabilité. C'est aujourd'hui, les 12-17 ans, ils sont encore très peu vaccinés. Pour une grande partie, on a des difficultés à atteindre ces populations parce que bon, les jeunes, par eux-mêmes, peuvent peut-être vouloir se vacciner, mais pour les parents, c'est un choix qui est difficile. Les vaccins qui sont donnés aux enfants qui sont obligatoires, c'est parce qu'ils sont dangereux, mortels, souvent pour les enfants en bas âge. Ce qui, pour un parent, c'est logique de protéger son enfant directement comme ça. Mais pour le Covid, alors que son enfant ne risque pas d'être, ou a peu de risque d'être directement touché et d'être mis en danger, ça va être très très difficile si on cherche à implémenter cette solution. Mais est-ce qu'il n'y a pas une autre idée, moi, qui me frappe? C'est qu'au tout début de l'épidémie, on cherchait un peu l'immunité en laissant éventuellement circuler le virus. Là, je ne sais pas quel est le taux de personnes qui ont été contaminées par le virus, y compris chez les jeunes. Mais est-ce que ce n'est pas plus profitable pour l'avenir, dans la longue durée, qu'ils aient eu le Covid, plutôt qu'ils aient été protégés par le vaccin aujourd'hui et qu'il faille leur faire sans cesse des rappels? Alors en réalité, ce qui va se passer, je pense, encore une fois, je n'ai pas de boule de cristal, c'est que ceux qui sont doublement, voire triplement vaccinés vont avoir le virus en fait de façon quasiment asymptomatique. Il va passer inaperçu. Et donc le virus va s'atténuer au sein de la population. Et l'idée, c'est d'avoir que des asymptomatiques. Et donc le plus on va vacciner, le plus on se donne la chance d'avoir un maximum d'asymptomatiques et en quelque sorte d'avoir une immunité collective. Et ensuite, ce dont on ne sait pas quoi répondre, c'est par exemple quelqu'un qui a eu la maladie, qui est doublement vacciné et qui recroise plusieurs fois dans la vie le virus. Et ce qui sera immunisé durablement, ce qui est notre cas à tous les deux. C'est votre cas à vous. Arrêtons-nous un instant aux chiffres que donnait Anne, qui sont quand même très impressionnants. La différence selon les pays.
notamment l'exemple israélien, parce qu'en Israël, visiblement, on vaccine généralement, n'est-ce pas, les 5 à 11 ans. Ça veut dire quoi? Que tous les enfants de 5 à 11 ans sont vaccinés? Alors en Israël, c'est un petit peu particulier, parce que comme vous le savez, c'est aussi une histoire qui a eu ce plafond de verre atteint très très vite par la communauté juive orthodoxe qui refusait la vaccination. Et donc on a fait un mouvement de balancier, c'est-à-dire qu'on a déporté la vaccination sur les plus jeunes. Et d'ailleurs, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont expérimenté une vague très très forte de variant Delta, parce que la plupart de la population qui avait été vaccinée extrêmement tôt n'avait pas eu le rappel. Et c'est ça, cet exemple-là, je pense, qui est le plus frappant et qui doit servir pour l'Europe et pour les États-Unis. C'est-à-dire que si on n'arrive pas à étendre notre calendrier vaccinal dans le temps, on risque de se retrouver avec des vagues successives dans le temps, probablement moins fortes, mais ça va vite fatiguer les Français et l'hôpital si les vagues se succèdent et se répètent. Qu'on comprenne bien, parce que ce n'est pas si clair. Vous êtes pour ou contre la vaccination des enfants aujourd'hui? Je pense qu'elle n'est pas d'actualité. Je pense que l'objectif, c'est de faire la campagne de 3e dose. Une fois qu'on aura fait cette campagne de 3e dose, et au vu de la courbe épidémique, à ce moment-là, on verra si c'est nécessaire. Est-ce que vous comprenez, l'étonnement de ceux, en tout cas le parti de ceux qui disent il faut y aller, il faut y aller. On a l'impression que le corps médical dit toujours attendez avant la 3e dose, alors qu'en Italie, ils y sont. C'est lancé pour janvier, c'est ça? Voilà, bon. Oui, et puis, pour les enfants, vacciner les enfants, attendez, on ne sait pas très bien quoi, Godot, attendre quoi exactement, puisque visiblement, on y vient dans beaucoup de pays. On a l'impression que pour toutes les solutions, il faut attendre. Et on sait pas très bien quoi. Je suis d'accord avec Marie, je pense qu'il y a une question d'acceptabilité. Vous avez des gens... Non, mais honnêtement, vous êtes... Mais on disait déjà ça pour la vaccination. On disait attendons que les gens soient convaincus. Il y a une question d'acceptabilité sur les enfants. Je vous assure que les gens qui font les gens qui manifestent, etc. Moi, j'ai plein d'amis à moi qui ont des enfants. Ils sont pas anti-vax, mais pour les enfants, c'est pas possible. Pourquoi est-ce que j'inoculerais un vaccin à mon enfant, à ma fille qui a 17 ans, alors que vraiment, elle ne risque rien? Donc, il y a aussi une question. Et d'ailleurs, le pass sanitaire a été levé pour les 12-17 dans les clubs, bien sûr, par exemple, parce que c'est pas possible, c'est absolument pas possible autrement. Enfin, moi, j'ai l'impression qu'on inocule, on s'inocule comme ça, les vaccins ARN, comme si de rien n'était. Mais non. Il y a deux choses, Françoise. D'abord, la vaccination. Moi, j'ai aucune inquiétude sur l'innocuité du vaccin chez les enfants. Pourquoi? Parce que c'est basé sur la même stratégie avec des doses plus faibles. C'est-à-dire qu'on n'a pas mis au détriment de l'efficacité de la tolérance. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on oublie, mais on a une chance, c'est que la vaccination ARN, comme son nom l'indique, c'est l'ARN du virus. Et donc, votre enfant qui va croiser le virus, c'est la même chose s'il croise le vaccin. Donc, il y a aucun danger, selon vous, en l'état des connaissances? C'est pas un problème de danger. La vraie question, c'est encore une fois, c'est de ne pas tourner la page trop vite de la 3e dose en disant voilà, on est débarrassé, regardez, le docteur Vidal a dit il suffit de vacciner les enfants. Non, c'est pas ça la réponse. Et au même titre que je pense qu'il faut qu'on aille voir au-delà de nos frontières, on l'a très bien expliqué tout ce soir sur le plateau, si la Chine, si la Russie, si l'Afrique, qui a vacciné que 5% de sa population, n'a pas un Covid contrôlé, c'est un majeur problème pour nous, pour le contrôle des variants et qui pourrait mettre à mal ensuite la stratégie vaccinale globale des patients les plus fragiles. Juste après les informations, on va ouvrir l'autre chapitre très polémique qui est immédiatement consécutif à tout ce qu'on vient de dire, c'est est-ce que le pass sanitaire doit inclure la 3e dose? Est-ce qu'il doit être renforcé, prolongé, oui ou non? Est-ce qu'il doit être territorialisé? Avant le journal avec Anne, quand même, premier tour de table, qu'on comprenne un peu les positions. Ici, première réaction, puisque c'est le sujet de conversation du jour, un des sujets majeurs. Alors, François, c'est clair, non. Non, on ne peut pas assujettir le pass sanitaire à la 3e dose, c'est pas possible. Voilà. Jusqu'où est-ce qu'on va dans la proportionnalité du Conseil constitutionnel? Où est la proportionnalité? Dites-le-moi. Si on compte je pense qu'aujourd'hui, ce n'est pas le problème, et je pense qu'il faut rester dans un pass sanitaire incitatif et qu'il ne faut pas conditionner la 3e dose pour le moment au vu de l'épidémie qu'on a. Fabrice Dalméda. Pardon. Non, je voulais juste faire une parenthèse sur les meetings politiques. Il ne serait pas obligatoire dans les meetings politiques. Moi, je suis convaincu que lorsqu'on est en intérieur, il faut un pass sanitaire et de surcroît un masque lorsqu'il y a un attroupement avec beaucoup de personnes. Moi, je suis pour le pass sanitaire, y compris incitatif pour la 3e dose, parce que sinon, on ne peut pas retrouver une vie en quelque sorte normale. Marion? À partir du moment où les gens se sont fait vacciner 2 fois, potentiellement, la 3e ne devrait pas être une problématique. C'est la première dose qui est compliquée. C'est ce premier geste. Donc, à partir de... on entendra vos raisons tout à l'heure. On entendra. N'attaquez pas tout de suite, Françoise. Non, j'attaque pas. Non. Le pass sanitaire avait vocation à faire vacciner. Si on veut que ça soit une incitation pour la 3e dose, il faut inclure la 3e dose. Maxime Liédot. Le maître mot est cohérence. Le but d'un état d'urgence, c'est qu'il soit exceptionnel. Le but d'un pass, c'est qu'il soit un outil, pas une obligation. Et on ne peut pas, comme l'a rappelé Anne, l'imposer à
beaucoup de métiers où ça pose un problème et ne pas le rendre obligatoire, notamment dans les meetings politiques. Et ça pose évidemment la question du fameux état de vigilance qu'on a mis en place lorsqu'on a accepté la prolongation du pass sanitaire à l'Assemblée. C'est-à-dire que si on accepte l'état de vigilance, jusqu'où on va aller ? On entendra vos raisons aux uns et aux autres et on creusera évidemment la raison médicale en particulier. Mais d'abord, il est presque 23h, c'est l'heure des informations avec Anne. Et à la une, l'épidémie qui gagne à nouveau du terrain. On dépasse ce soir les 7000 cas de contamination, on l'a dit, en 24 heures, soit une hausse de 17%. Très précisément par rapport à la semaine dernière, plus de 6000 personnes sont hospitalisées, plus de 1000 en soins critiques. Écoutez la réaction de Rémi Salomon. Alors ça remonte. On craignait après la rentrée scolaire que ça remonte plus tôt. Finalement, on craignait que les enfants véhiculent le virus et fassent remonter plus tôt que ça. Donc c'est plutôt là un décalage par rapport à ce qu'on avait prévu. Ça remonte doucement. Et ce qu'on regarde surtout, moi, ce qui m'intéresse le plus, et ce qui nous a vraiment intéressé depuis le début de cette pandémie, c'est l'impact sur l'hôpital. Ouais. C'est ça qui a guidé les mesures qu'on a prises jusqu'au confinement. Un déplacement sous haute tension pour Éric Zemmour. Le polémiste s'est produit sur scène au Zénith de Nantes cet après-midi à la présidentielle. Écoutez sa réaction envers ses détracteurs. S'ils se comportent comme des barbares, je les qualifierais de barbares. Ce sont les émules dignes de Joseph Staline. On sait qui était Joseph Staline, on sait les centaines de milliers de morts qu'il a provoqués. Ces gens-là ne sont que ses lointains descendants. Une avancée en ce premier jour du G20 à Rome. Les chefs d'État et de gouvernement se sont mis d'accord sur une réforme qui ambitionne de mettre fin aux paradis fiscaux. Ils ont aussi approuvé la mise en place d'un impôt minimal de 15% sur les bénéfices des multinationales. Demain, la rencontre à suivre sera le tête-à-tête entre Emmanuel Macron et Boris Johnson sur la guerre autour des licences de la pêche depuis le Brexit. Les précisions de notre envoyée spéciale Marie Chantré. C'est un entretien très attendu et il y aura sans doute de l'électricité dans l'air dans l'une des petites salles austères ici dans cet immense bâtiment du G20. Un terrain plus neutre diplomatiquement pour une séance d'explication cash entre Emmanuel Macron et Boris Johnson. J'ai pu échanger avec un proche du président français. Ce tête-à-tête se fera sans conseiller, ni traducteur ou interprète. On va faire valoir nos intérêts, m'a-t-il dit. On ne veut pas d'un climat de tension, mais pour le moment, le compte n'y est pas du tout. Ça s'annonce donc compliqué. Depuis plusieurs jours, les deux dirigeants s'envoient piques, reproches et menaces nombreuses. Un dossier inflammable. Emmanuel Macron qui joue gros dans le déblocage de ce conflit sur la pêche. Il pourrait, s'il n'était pas réglé au plus vite, gâcher le début de sa présidence française de l'Union européenne à partir de janvier prochain. En France, c'est un samedi particulièrement pluvieux que l'on a vécu sur une bonne partie du pays, et notamment dans le sud-est. Seul le Var reste ce soir en vigilance orange. Si l'épisode Cévenol a été moins violent qu'attendu aujourd'hui, il a tout de même énormément plu et la zone reste sous surveillance pour la nuit. Reportage signé Michael Guilleux, Odile Longueval et Patrice Roubaud. Des routes. Enfin, n'oubliez pas de remonter cette nuit votre montre d'une heure. On passe à l'heure d'hiver. À 3 heures cette nuit, il sera en fait 2 heures. Voyons le bon côté, c'est 1 heure de sommeil en plus, Darius. Et on en reparlera en fin d'émission. Oui, parce que c'est toute une histoire, l'heure d'été et l'heure d'hiver, avec des partisans et des adversaires. Ce sera sûrement notre débat le plus animé, mais je plaisante en réalité. Le débat du jour, c'est évidemment le pass sanitaire avec plusieurs possibilités qui semblent se dessiner. Un pass prolongé, un pass supprimé, un pass territorialisé. Un pass dans lequel entrerait ou non la 3e dose et y serait en quelque sorte incorporée. En tout cas, le Sénat a une proposition, c'est un pass différencié selon les régions, selon le taux de vaccination notamment. Écoutez, c'était Philippe Bas, le sénateur LR. Quand, dans un département, nos concitoyens sont très largement vaccinés, plus besoin du pass sanitaire. Et quand, au contraire, ils ne sont pas assez vaccinés, alors oui, le pass sanitaire peut éventuellement être reconduit. Voilà la proposition sur la table. Selon les départements, selon le taux de vaccination, on maintient ou on ne maintient pas le pass sanitaire, on l'applique ou on l'applique moins. Voyez, regardez alors, ça.
Voilà, je nage. Vous imaginez appliquer un truc comme ça? J'aime beaucoup les sénateurs, ils font un travail remarquable dans plein de domaines, c'est vrai, il faut quand même le reconnaître, notamment en commission d'enquête parlementaire. Quand Françoise de Bois dit « j'aime beaucoup », c'est que vraiment ça se passe très mal pour vous. Il vaut mieux pas être trop aimé par Françoise de Bois. On a compris le point de vue. Marion Pariset. La question, c'est la définition de ce qu'on considère être le schéma vaccinal. Ouais. Parce qu'au final, aujourd'hui, on a des gens qui ont pu être vaccinés avec une seule dose parce qu'ils avaient déjà eu le Covid, on a des gens qui sont avec 2 doses. Qu'est-ce qu'on considère être le schéma vaccinal pour quelle catégorie de population? Rajouter une 3e dose, si c'est cantonné aux personnes les plus vulnérables et que c'est inscrit à ce moment-là, est-ce que c'est vraiment la peine d'aller, pour reprendre malheureusement une personne dont on va discuter plus tard, aller emmerder les Français avec ça? La question se pose. Pompidou, vous voulez dire? Oui, Pompidou. Regardons la carte, parce qu'il y a des différences. Objectivement, si on veut entrer dans le raisonnement qu'ouvrent les sénateurs, il y a des différences de vaccination, couverture vaccinale des personnes de 12 ans et plus vaccinées avec au moins une dose. Docteur, parce que vous êtes la voix autorisée, commentez cette carte pour qu'on la comprenne bien. Est-ce que ça suppose vraiment des différences, disons, médicales ? Je pense que surtout, moi, ce que ça me rappelle, cette carte, ça me rappelle la même carte que j'avais commentée il y a plusieurs mois, qui était celle pour expliquer aux Français que le Covid, c'était une maladie des départements et qu'il y avait des endroits où ça allait très bien. Oui. Lorsqu'on a fait ça, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait circuler le virus. Et en réalité, le pass sanitaire, soit on l'abroge, soit on le poursuit, mais ça ne peut pas être quelque chose de régionalisé ou de territorialisé, puisque le problème de ce virus, encore une fois, c'est que plus on est vacciné, plus on va être asymptomatique, moins on va le voir. Et encore plus dans le cas d'une politique de test où on ne teste aujourd'hui que les gens malades et symptomatiques. Et pourtant, pardon si je lis mal, mais si je comprends bien, un Breton est en moyenne beaucoup plus vacciné que, là c'est le docteur Salomon qui s'affiche, mais un Breton est beaucoup plus... Qu'un Mosellan, par exemple. Non, mais oui. Est-ce qu'effectivement, si on entre dans la logique du Sénat, il n'y a pas une sorte de logique à dire, voilà, on admet ça, il y a une sorte de prime aux vaccinés, de la même façon que le pass sanitaire était une incitation à la vaccination, eh bien, dès lors, on admet dans l'autre sens qu'on relâche un peu cette incitation quand les gens se vaccinent. Mais je ne crois pas, parce qu'encore une fois, l'enjeu, c'est la campagne de 3e dose. Donc si on dit aux gens, ne vous faites pas vacciner alors même qu'ils en ont besoin, c'est bien là le problème. C'est pour ça que je pense qu'il faut garder le pass sanitaire, parce que l'enlever, ça serait dit aux Français, tout va bien, l'épidémie est derrière nous. Et c'est sûr qu'on va dans le mur pour la campagne de la 3e dose. Et c'est pour ça qu'il faut garder ce pass. En revanche, il est trop tôt pour le conditionner. C'est-à-dire qu'il faut l'utiliser comme on l'a utilisé. C'est-à-dire que c'est un accélérateur de la vaccination lorsqu'il est nécessaire. Écoutez le point de vue du gouvernement. Il a pris position pour l'instant et c'est plutôt le statu quo qu'il privilégie. C'était Gabriel Attal, son porte-parole. Le président de la République a passé commande pour que des critères d'adaptation puissent être définis. Ils tiendront compte évidemment du taux d'incidence dans les différents départements, mais ils tiendront compte aussi du pourcentage de population vaccinée dans ces mêmes départements. Vous l'avez donc compris, à ce stade, il n'y a pas de décision d'adapter le pass sanitaire qui continue à s'appliquer dans les mêmes conditions qu'aujourd'hui. Voilà, donc statu quo pour l'instant. Le pass a très bien marché jusqu'à présent. On l'a vu avec les chiffres de vaccination. 50 millions, plus de 50 millions vaccinés, 2 doses. L'incitation a fonctionné. Mais pour l'instant, on continue comme ça. Oui, mais l'incitation, c'est vrai que c'est intéressant ce à quoi on assiste là. C'est au fond le heurt entre 2 philosophies politiques et essayer de savoir quelle est la bonne échelle pour l'action sanitaire. La philosophie politique, c'est LR qui, il faut le dire, depuis maintenant 3 ans, s'est mis dans une logique de nouvelle décentralisation. C'est leur objectif. Il faut que ce soit les territoires qui décident. Donc Philippe Bas, j'allais dire, il est très cohérent avec les objectifs de sa formation politique et une certaine conception de l'action publique qui soit au plus près des citoyens. Ensuite, il y a l'échelle qui est valable pour lutter contre le virus. Aujourd'hui, on en est à l'échelle nationale principalement. On n'est même pas à l'échelle européenne puisqu'on voit des différences entre les pays dans les choix et les options stratégiques qui sont très importantes. Et on sait que par ailleurs, on est dans une pandémie mondiale. Donc effectivement, le pass sanitaire, à mon avis, et je suis assez d'accord avec vous, il faut le maintenir puisque pour le coup, il permet d'avoir un outil à l'échelle nationale de vigilance. Et moi, je suis aussi convaincu qu'à un moment ou à un autre, on en viendra à l'annexer sur la 3e dose si la pandémie se poursuit. C'est votre question, pardon, vous dites à un moment ou à un autre, mais je repose ma question
assez pourquoi attendre un moment ou un autre alors que vous pensez vous-même que ça marche? Ça marche pour 2 doses, pourquoi ça ne marcherait pas pour 3? Parce qu'il se trouve que les grandes instances sanitaires de mon pays, notamment l'Académie de médecine, disent qu'il ne faudrait pas le faire. Donc je suis un peu respectueux. Ce que j'ai compris, c'est qu'en général, votre légitimisme vous honore, mais votre opinion personnelle. C'est beau, c'est beau même. On l'a vu depuis 2-3 ans, en gros, on a vu le même schéma. On commence par tester, il y a un refus, une adaptabilité, et puis dans un deuxième temps, on impose la mesure. Il y a plusieurs choses. Je pense qu'on en est là aujourd'hui. Il y a plusieurs choses. Ce qu'il faudrait ne surtout pas faire avec cette espèce de reprise épidémique, c'est d'être de nouveau dans le Knock de Jules Romain, c'est-à-dire de faire croire que tout bien portant est en fait un malade qui s'ignore. C'est-à-dire qu'on va refaire... Ce n'est pas si faux, mais... Oui, mais pour les gens hypochondriaques, peut-être, pas pour les gens normaux. Pas pour les gens normaux. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que, outre le pass, qui est un véritable débat, et on l'a ce soir sur le plateau, c'est peut-être aussi, on l'évoquait tout à l'heure avec le professeur Salomon, de poser la vague qui est dans l'hôpital. C'est-à-dire que les gens voient les chiffres monter, mais il vaut aussi en parallèle tout le débat avec un ministre qui avoue avoir une panne de lits supérieure au niveau d'avant-crise. Il avoue notamment avoir balancé 10 milliards d'euros. Alors je sais qu'aujourd'hui, les chèques de milliards d'euros, ça n'est pas de plus personne, mais 10 milliards d'euros dans le Ségur. Et on est encore aujourd'hui à se demander concrètement à quoi ils servent, parce qu'on a notamment une pénurie d'infirmiers et une pénurie dans le monde médical. J'ouvre une parenthèse. Les internes de médecine, qui sont accessoirement les médecins de demain, sont aujourd'hui en burn-out. Ça touche la majorité d'entre eux. Et c'est un véritable sujet. Donc, plus que le virus, plus que le pass sanitaire, qui sont évidemment des débats essentiels, il y a surtout qu'aujourd'hui, on dépend encore de ce système hospitalier qu'on nous vend comme étant le meilleur du monde, avec 47% de prélèvements obligatoires. On nous dit quand même que, Français, si vous payez autant d'impôts, c'est pour le système de santé. Aujourd'hui, le Courrier Picard, par exemple, fait sa une sur des réanimations de cardiologie, un service qui a fermé. Donc vous voyez ce que je veux dire? On peut évoquer évidemment l'épidémie, mais on ne peut pas l'évoquer. Et la panique que ça va provoquer sans se poser la question de notre système hospitalier qui n'est visiblement pas capable de supporter quelques vaguelettes. Parlons de la 3e dose, parce que visiblement, c'est quand même une des grandes questions. On l'a dit en Italie, vous vivez en partie en Italie, Françoise de Gois, vous en êtes témoin. En Italie, n'est-ce pas? On va vacciner pour aller travailler, par exemple. C'est ça. Le pass est obligatoire pour aller vacciner. On va vacciner et c'est très mal perçu par la population. Et la 3e dose, pardon, va être étendue. D'ailleurs, il y a un grand taux. Il y a une 3e dose obligatoire en janvier, mais c'est vrai qu'on a le même problème que la France. Et vous avez l'opposition qui n'est pas forcément anti-vax et qui tient le propos que tiennent beaucoup de gens dans l'opinion publique française, c'est arrêter avec les manœuvres dilatoires. Vous êtes en train de nous expliquer qu'il faut une 3e dose, alors qu'en réalité, en gros, vous n'avez absolument rien fait dans la gestion de l'anticipation des épidémies. Mais même, pardonnez-moi, juste avant, Françoise, rappelez-vous, allez-y. Je termine. Vous n'avez rien fait sur la crise des vocations. Vous avez porté au nu des soignants, c'était le cas en Italie, en Espagne, en Italie, etc. Et les soignants, vous les avez virés. Les Italiens ont été encore plus durs que nous. Ils ont été encore plus rapides. Vous les avez virés des hôpitaux parce qu'ils émettaient des doutes sur les vaccins. On est des pays frères, c'est une sororité ou une fraternité, comme vous voulez, entre la France et l'Italie, une sororité plutôt. Et les mêmes réactions entraînent les mêmes effets, même incohérence aussi des gouvernants sur le manque d'anticipation. Sans revenir à ce début de crise, il y a quelques semaines ici même, on était, on va dire, tout sourire devant les fameux propos de Jean Castex. C'est pour ça que lors du tour de table précédent, j'évoquais le mot de cohérence. On ne peut pas dire Emmanuel Macron en tête, Jean Castex en tête. C'est le retour des jours heureux en étant à moitié débraillé, sans masque, sur un marché en disant regardez, la vie reprend, en imposant notamment finalement aux Français un pass sanitaire qui se prolonge, que le Sénat a corrigé normalement février, alors qu'il était censé être prolongé jusqu'en juillet. Ce n'est pas possible, sincèrement, ça doit être le débat fondamental. Voilà. Il y a des injonctions paradoxales et ressenties comme telles par les populations. Que dit le corps médical, docteur Davido? Est-ce que oui ou non, la 3e dose, il y a une logique à l'étendre? Actuellement, rappelons-le, c'est les plus de 65 ans, c'est ça? Et les patients qui ont des comorbidités. Voilà. Très clairement. Pourquoi ne pas l'étendre plus vite? Tout simplement parce qu'on ne veut pas qu'il y ait, si je puis dire, un coupe-fil. C'est-à-dire qu'on veut que d'abord on priorise ceux qui ont un risque de se retrouver statistiquement les premiers à l'hôpital dans les semaines, dans les mois qui viennent. Et encore une fois, c'est ceux-là qu'on revoit arriver pour un certain nombre. Et clairement, si vous voulez, je vais vous donner ma vision, c'est-à-dire qu'on ne pourra pas échapper à une 3e dose si on veut être jusqu'au boutiste et protéger les Français. Aujourd'hui, la moyenne d'âge... Quand ça, selon vous? À partir du mois de janvier, la moyenne d'âge des patients hospitalisés dans mon service durant la 4e vague, elle était autour de 40 ans.
C'est extrêmement jeune. Mais pardonnez-moi, mais ça veut dire, pardon, si on reste dans les informations précises de date, vous laissez entendre, c'est pas inintéressant, janvier en Italie, janvier pourrait se dessiner aussi en France. On ne le dit pas encore, mais il y aurait une certaine logique. Parce qu'on on est sur les mêmes schémas vaccinaux. Non, les Italiens ont été différents. Ils ont vacciné en priorité les gens qui travaillaient. Laissez parler le docteur une seconde. Non, mais indépendamment. Non, mais le docteur de Gois, ça évidemment. Les professeurs de médecine aussi, c'est difficile. Et c'est pas un stéthoscope du tout autour du cou. On peut. J'aurais adoré. Ce que vous dites est juste, probablement pas avec la même temporalité, c'est que nous, aujourd'hui, on a un véritable défi qui est celui de la campagne de la vaccination de la grippe et de faire en sorte que cette vaccination de la grippe nous serve de marchepied pour la troisième dose, pour les personnes qui ont les mêmes indications de cette troisième dose et de la grippe. Le corollaire de ça, c'est qu'une personne vaccinée 2 doses, elle est protégée en moyenne, on comprend bien qu'il y a des grandes différences, jusqu'à quand? C'est-à-dire décembre et un cap? C'est à peu près ça. Oui, mais non, mais la question. Non, mais pardon, non, mais pas du tout. Oui, mais justement, mais moi je lui pose des questions pour qu'il me réponde. Justement, je lui posais la question aussi. Non, mais je vous donne l'exemple. Prenez note. Mais non, mais la question par rapport à la priorité, parce qu'on pose de nouveau la question de laisser en priorité les plus de 65 ans, les comorbidités. Mais je rappelle aussi les faits, c'est-à-dire qu'au début de la crise, on a dit mais laissons les plus âgés, ceux avec les comorbidités, à les vacciner. D'ailleurs, les jeunes ont été les derniers, mais c'est ceux qui s'y sont précipité. Au début, d'ailleurs, ils devaient frauder. Est-ce que c'est encore pertinent, si on doit vraiment aller vers une troisième dose obligatoire, de faire une priorité si ces gens-là sont finalement réticents? Oui, c'est pertinent parce que les anticorps durent pendant en général 6 à 8 mois. C'est-à-dire que schématiquement, si vous avez 50 ans et que vous l'avez fait au mois de juin, eh bien, il ne faut pas que vous remontiez à la file en disant « j'ai 50 ans, j'ai les comorbidités, finalement j'aurais dû être vacciné avant ». Rappelons, l'enjeu principal, c'est l'hôpital. On l'a dit, c'est Maxime Liénot qui le rappelait. C'est les réanimations, c'est là finalement le nerf de la guerre, qui est assez de place pour les patients qui se présentent. Actuellement, il y a 1000 lits Covid sur 5000. Ça veut dire qu'on n'est pas tellement... Alors, on est encore très bas, mais enfin, on n'est pas 1000 lits Covid. Ça veut dire que c'est significatif encore. Oui, et la soustraction, ça veut dire qu'il ne reste que 4000 lits pour le reste des malades. Ouais. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, une des inquiétudes, c'est le retour de la grippe et des autres maladies, parce que justement, on est moins protégé face à ces autres virus. Et il y a des opérations différées actuellement. Bien évidemment. Et la bronchiolite aussi. Pardon ? Et la bronchiolite aussi. Ça, c'est en pédiatrie. Toutes les pédiatriques. Des réanimations pédiatriques. Et donc, en réalité, on récupère le monde d'avant. Et ce qui allait mal avec le monde d'avant, on l'a dit très rapidement, mais il y avait des fermetures de lits avant le Covid, et ça s'est aggravé. Et aujourd'hui, on doit gérer ce supplément de patients et ce supplément de fermeture des lits. Et ce que vous dites fait écho à ce que le professeur Salomon disait sur ce plateau tout à l'heure. Il faut rappeler, il représente 13 000 médecins, il préside le conseil médical des hôpitaux de Paris et il évoquait un risque de craquage de l'hôpital en France. Il y a un danger, vraiment, de craquage de l'hôpital aujourd'hui. Oui, il y a un risque. Si on ne prend pas des mesures très sérieuses, c'est-à-dire très volontaires, très fortes, budgétaires, et aussi sur les effectifs. Donc les effectifs, on ne peut pas forcément les trouver tout de suite, mais il faut très vite annoncer et prendre des mesures. Si on retrouve de l'attractivité avec les salaires, et en disant on ne mettra plus une infirmière avec 15 patients, parce que ça, elle ne peut pas faire bien le travail, il faut mettre des limites. Si on l'annonce très clairement, je pense que beaucoup de professionnels qui ont été diplômés ces dernières années pourraient envisager de revenir à l'hopital. C'est Rabbi Jacob. Voilà, c'est très frappant d'entendre le professeur Salomon, un risque de craquage réel de l'hôpital. Françoise de Gois. Ce discours-là, ça fait tous les 3 mois, le discours revient. Tous les 3 mois, cher Darius, mais pas simplement vous, tout le monde, nous réinvitons, des gens, en plus j'aime beaucoup le professeur Salomon, c'est pas le sujet, mais des gens qui viennent nous expliquer que l'hôpital, attention, l'hôpital va craquer. L'hôpital n'a pas craqué grâce à la vaccination. Il n'a pas craqué depuis 1 an. Grâce aux médecins. Nous ne sommes pas, Benjamin, on a assez discuté pendant des années. Nous savons très bien, ou alors j'ai mal écouté ce que vous disiez, que nous ne savons rien à peu près sur l'immunité, que même quand les anticorps disparaissent, il reste l'immunité dans les cellules, il reste la mémoire des cellules, la plupart des médecins le disent. Donc tout ce langage anxiogène, attention l'hôpital va craquer, attention les cas qui ne sont pas des cas de maladie mais juste de positivité. C'est pas que c'est de la théorie. Un lit sur 5 fermé dans les hôpitaux. D'accord, je le sais très bien, 5700 lits, mais ça, c'est pas notre responsabilité. On a bien compris qu'il y a 5000 à cause des soignants qui sont pas là et de la crise des vocations. Une infirmière payée 2000 €. Non, au début de carrière, 1400 €, une infirmière. Voilà. Donc des élèves infirmiers qui font leurs études et qui rentrent pas et qui démissionnent en masse. On connaît tout ça. Ok, mais on peut pas tout mélanger. Là, on parle de la maladie, le craquage. Est-ce qu'on a un craquage épidémique? Moi, mais c'est pas ça, Françoise, c'est pas ça la question, pardonnez-moi. C'est la mienne. Non, mais pour essayer de reprendre le raisonnement, c'est juste de dire, est-ce que c'est
audible, et peut-être en tant que médecin, vous allez pouvoir nous l'expliquer, après 2 ans de crise, après les annonces du Ségur, après tout ce qu'on a dit sur l'hôpital, qu'on en soit encore à faire des soi-disant diagnostics sur le manque de lits et le craquage de l'hôpital. Comment ça, c'est possible ? La réalité, c'est que l'hôpital était déjà soutenu, bien sûr, était soutenu par des échafaudages qu'on les a enlevés puis qu'on les a remis, et qu'aujourd'hui, l'hôpital affaibli, en fait, ne créera pas de vocation. Mais Olivier Véran parlait en commission d'enquête de 12 000 lits supplémentaires. On pouvait atteindre le stade de 12 000 lits en cas d'urgence. Alors comment ça se fait que là, on est de nouveau à 5 000 ? On ne les garde pas, les lits Mais encore une fois, c'est de pouvoir trouver les gens et la vocation des gens qui vont s'occuper de ces malades. Faire des lits, on sait faire. Est-ce que ça ne rend pas d'autant plus nécessaire un pass sanitaire étendu et une politique beaucoup plus offensive en matière de prévention, y compris de vaccination, plutôt que d'attendre parce que la réforme de l'hôpital, elle ne se fera pas en quelques semaines. Au moins le pass, c'est immédiat. Tant qu'on a ce niveau d'immunité et qu'on arrive à plus ou moins limiter la saturation des services, c'est très bien que le pass puisse rester éventuellement un peu plus longtemps. Mais moi, pour le principe du pass, il y a un problème, c'est qu'on manque de garde-fous. Depuis le départ, ce qui a posé problème sur le pass sanitaire, c'était pas uniquement on nous met un pass sanitaire, c'est qu'est-ce qu'on en fait, quelles sont les limites, quand est-ce qu'on arrêtera, quand arrêtera tout. Quand l'épidémie diminuera. Voilà. C'est pas très compliqué. Et ça, mais quand l'épidémie diminuera, là, ce que nous dit le docteur Salomon en parlant de craquage, c'est globalement, on est toujours en risque de saturation. Et comme on n'a pas réglé les problèmes structurels et que la crise accentue ces problèmes structurels, on ne va pas sortir de là. Et chaque vague qui sera moins importante risque, tous les 3 mois, on aura quelqu'un qui vient dire on va craquer notre système de santé. Voilà. Et à chaque fois qu'on l'érode, on aura besoin de moins de cas, on aura besoin de moins de malades pour saturer notre hôpital. Donc on est obligé et on fait payer aux gens, on fait payer aux Français par une politique sanitaire sur le pass sanitaire qui est extrêmement rigide, le problème structurel de l'hôpital qui n'a pas été réglé. Marion, merci. Il faut remercier le docteur Davido. Merci beaucoup, docteur, d'avoir éclairé sur cette question du pass sanitaire, étendu ou non, sur la question de la vaccination. L'actualité est marquée aussi par la venue d'Éric Zemmour à Nantes, qui donnait lieu à plusieurs manifestations hostiles. Ça n'est pas seulement l'incident d'un jour, c'est sa campagne qui peut s'en trouver compliquée en termes logistiques. On va le voir. D'abord, le déroulement des faits. Anne. Oui, des tensions qui se sont déroulées autour du Zénith de Saint-Herblain 1 heure avant l'intervention d'Éric Zemmour. Cet après-midi, il devait échanger avec ses lecteurs dans le cadre de son Tour de France des dédicaces. Manifestation lancée sur les réseaux sociaux à l'appel d'un collectif Nantes Révolté qui se revendique, Nantes Révolté, comme un média insolent et intelligent qui donne des infos sur les luttes sociales et environnementales à Nantes et dans le monde et qui, les voilà, depuis hier soir, après avoir diffusé une affiche où on voit la tête d'Éric Zemmour dans une cible, a été censuré pendant un temps sur Twitter et d'y avoir reçu également des menaces de mort. Bref, 650 personnes sur place, dit la préfecture de la Loire-Atlantique, qui se sont rassemblées sur l'un des parkings du centre commercial aux alentours du Zénith, qui ont tenté de pénétrer dans une zone interdite, mais ils ont été repoussés par les forces de l'ordre. La circulation a même été coupée aux abords de ce centre commercial. Le profil des manifestants, des citoyens opposés à la venue d'Éric Zemmour, des jeunes, des moins jeunes, des profils plus radicaux, des ultra-gauches, quelques gilets jaunes, mais pas en majorité, des syndicalistes. On a vu pas mal de drapeaux rouges aussi de la Confédération nationale du travail, la CNT. Territoire très engagé plutôt à gauche, où le Rassemblement national, Nantes a par exemple toujours eu du mal à s'implanter. Parmi les réactions, celle d'Éric Ciotti sur Twitter. Image insupportable à Nantes, l'extrême gauche impose sa loi et veut instaurer le chaos. Il déteste la France, crache sur la police, ce sont eux la menace. Marine Le Pen également, toujours les mêmes images, quelles que soient les circonstances, et toujours la même interrogation. Pourquoi le gouvernement se refuse-t-il à dissoudre les milices Antifa? Mon gouvernement le fera. Manifestation la plus tendue, en tout cas, Darius, depuis qu'Éric Zemmour a entamé sa tournée. On se souvient qu'il avait été chahuté à Ajaccio, des anti et des pro-Zemmour s'étaient affrontés, à Biarritz également. 650 manifestants, mais 1500 personnes à l'intérieur du Zénith. Écoutez la réponse cet après-midi d'Éric Zemmour aux Antifa. S'ils se comportent comme des barbares, je les qualifierais de barbares. Ce sont les émules dignes de Joseph Staline. On sait qui était Joseph Staline, on sait les centaines de milliers de morts qu'il a provoqués. Ces gens-là ne sont que ses lointains descendants. Voilà, premier élément factuel. On le dit bien, au-delà de l'incident du jour, on commence à entendre que pour réserver une salle, pour organiser un déplacement, ça peut devenir un peu plus compliqué pour l'équipe d'Éric Zemmour.
Et ça n'est pas indifférent dans une phase de Tour de France comme celle qu'il fait. C'est une pré-campagne, mais après, c'est pour ça que ça, tout pousse en fait maintenant Éric Zemmour à se déclarer et à organiser sa campagne. On avait complètement oublié ce genre d'images. Ça, les images, c'est celles que quand j'étais journaliste à France Inter, je couvrais avec Jean-Marie Le Pen. Il y a quelque chose qui s'est passé avec Marine Le Pen. Elle a tellement lissé le discours qu'il n'y a plus eu ce genre de phénomène pendant ses campagnes. On retrouve ça avec Éric Zemmour. Ça n'a rien d'extraordinaire. C'est tout à fait condamnable. Moi, je ne suis pas d'accord. Je combats Éric Zemmour, mais je ne suis pas d'accord pour ce genre de coup de pied avec la police. Mais la réalité, c'est que ça pousse aussi Zemmour à s'organiser. Est-ce que c'est un cadeau, entre guillemets, à Éric Zemmour qui peut dire « Regardez, je suis victime de gens excessifs et violents, parfois en parole, pas seulement en parole, puisqu'il y a des manifestations violentes », ou est-ce qu'au contraire, ça le handicape et ça crée un climat, disons, d'agitation autour de lui qui le dessert? Qu'est-ce que vous dites là-dessus? Je pense que ça le renforce dans le sens où ça vient conforter son discours. Que finalement, ceux qui sont à l'opposé de son discours, qui se veulent les défenseurs de certaines libertés, de certaines valeurs, se permettent de les enfreindre quand il s'agit de leur propre cause. Et ça va tout à fait dans son sens. Il va finir par renforcer sa base avec tout ça. Et c'est le problème même qu'on a dans la façon dont, globalement, on traite le phénomène Zemmour. C'est-à-dire qu'en le caricaturant, on oublie aussi de traiter les sujets qu'il évoque chez les Français, tout ce qui font réagir profondément les Français, la question de la menace sur la question identitaire, sur la sécurité, et qui ne sont pas des choses qu'on peut négliger. Oui, mais évidemment que c'est un cadeau. Je veux dire, autant les manifestations des dernières semaines, c'est des manifestations totalement légitimes. On s'étonnait d'ailleurs que dans le camp Zemmour, on parle tout de suite de Staline et des grands fachos qui traitaient les autres de fachos. Là, c'était légitime. Quand on voit aujourd'hui les violences contre la police, je ne m'inscris pas du tout dans les pas de Françoise quand elle fait la référence à Jean-Marie Le Pen. Je pense que ces dernières années, on a eu assez de scènes comme ça avec les gilets jaunes, on a eu les dernières manifestations avec les affrontements avec la police. Donc, sans faire les références politiques anciennes, je pense qu'on peut déjà évoquer le ras-le-bol français quand on voit que ce quinquennat de crise, finalement, a été l'occasion de voir et revoir ces affrontements avec les policiers, ces violences, et en effet, l'espèce de sensation d'impuissance que ça donne à l'État. Fabrice Dalméda, est-ce que ça ne crée pas quand même un bruit excessif dans tous les sens d'un candidat qui n'est pas un candidat fréquentable du point de vue d'une partie de l'opinion? Non, mais on voit, il y a des effets d'outrance, on est entièrement d'accord. Il y a l'outrance chez Éric Zemmour quand il les traite de stalinien, alors que c'est plutôt en général des trotskistes, des maoïstes, des gens qui étaient justement anti-staliniens, qui ont repris ce nom d'Antifa, justement par référence plutôt à 1936, à la guerre d'Espagne, vu côté anarchiste. Vous voyez, bon, c'est plutôt ça. Oui, et puis les Antifa, il faut le rappeler, c'est des coalitions qu'il y a eu justement à l'extrême gauche, des accords entre trotskistes, Mao un peu, fin des années 80. Voilà. Numériquement, de toute façon, par rapport à la société entière. Et eux, ils sont à l'outrance parce qu'il faut se rappeler que les mêmes manifestaient contre Nicolas Sarkozy, considéré comme un apôtre du fascisme. Donc, vous voyez, je veux dire, il y a de l'outrance des deux côtés. Et c'est vrai que je suis assez d'accord avec ce que dit Maxime Liédot. Cette outrance déplace le problème. C'est-à-dire qu'en fond, on a l'impression qu'on ne parle pas de la politique telle qu'elle l'est, mais on parle d'espèces de fantasmes, de fantômes. Alors, pour l'un, c'est les fantômes de Staline qui sont incarnés par ces jeunes gens. Pour les autres, c'est le fantôme d'Hitler qui serait incarné par Éric Zemmour. Donc, il y a quelque chose d'un peu maladif, et on ne voit pas et on ne dépasse pas des choses telles qu'elles sont, comme le disait Marion, c'est-à-dire effectivement les problèmes d'immigration, les problèmes d'identité, les problèmes d'insécurité, et de l'autre côté aussi fondamentaux, on l'évoque régulièrement, les questions de pouvoir d'achat, les questions de l'économie, on y reviendra peut-être dans l'émission, parce qu'on est dans une situation économique qui est paradoxale, avec une croissance qui très bons résultats économiques, on va en parler dans un instant, une croissance inédite depuis 1968. Voilà, donc il y a quelque chose d'un peu dingue, et je trouve de très français pour le coup. C'est notre espèce de désir d'avoir la guerre civile permanente avec des grandes figures du passé, Jeanne d'Arc, les Anglais, et puis ensuite De Gaulle, contre Pétain, etc. Et on rejoue toujours cette espèce d'opposition binaire, alors que notre France, disons-le, est quand même un peu grise. Moi je suis plutôt d'accord avec votre question, parce que je ne sais pas si vous avez une réponse à votre question. Moi, je crois que ça enferme Éric Zemmour. Je pense que ça le gèle. D'ailleurs, on voit bien que depuis quelques semaines, puisque tout le monde est très attentif à la montée d'Éric Zemmour, on peut aussi commenter sa stagnation. Je pense qu'il y a un gel. Je termine vraiment. Il y a un gel, et je pense que ça l'enferme. Après, c'est lui qui doit décider c'est quoi sa stratégie de campagne. Est-ce qu'il continue sur son sillon immigration
qui est une part de marché très limitée, qui va se limiter à 14-15%, parce qu'on voit très bien que les gens qui votent pour lui, selon l'étude de la Fondation Jean Jaurès, évidemment de Fondapol, ce sont des gens qui sont très radicalisés contre l'islam, etc. Ou bien est-ce qu'il élargit son offre politique? Moi, je pense que ça l'enferme. C'est quelque chose qui est, à terme, extrêmement négatif pour lui. Je ne suis pas du tout d'accord avec mes camarades. Je pense que dire du mal et être extrêmement violent pendant une campagne, c'est toujours mauvais pour celui qui le subit. Écoutons les considérations de Benjamin Morel. Vous êtes docteur en sciences politiques. Bonsoir. Bonsoir. On voit bien à quel point on parlait d'une sorte d'outrance qui peut entraîner une autre. Qui est gagnant, selon vous, vous qui avez un regard tout à fait détaché et froid d'analyste, qui est gagnant de cela? Là, très clairement, c'est plutôt Éric Zemmour, si vous voulez, pour deux raisons majeures en réalité. La première raison, c'est que ça fait parler de lui. Or, aujourd'hui, ce qui a fait la dynamique d'Éric Zemmour, ça a réellement été cette capacité à capter l'attention, à capter la lumière. Et donc, même si on n'avait pas l'intention de parler peut-être du meeting qui a été le sien à Nantes, eh bien, les heures à côté de ce meeting font que tout d'un coup, il revient en tête de l'actualité. Et donc là, vous avez une stratégie qui est une stratégie de monopolisation de l'actualité qu'on a bien connue avec Donald Trump, etc. Et qu'aujourd'hui, il maîtrise assez bien. Et là, il trouve aujourd'hui, dans ces différentes manifestations, ses meilleurs alliés. D'autant que quand vous prenez les anciennes manifestations, on avait qui en réalité? Là, vous avez la CNT, vous avez des groupes ultra-gauche. Jadis, vous aviez des indépendantistes basques ou corses. Vous avez eu également des militants LFI. Donc bref, des groupes politiques contre lesquels Éric Zemmour tente d'incarner un contre-discours, une opposition nette du point de vue de son récit de la nation. Donc à partir de là, c'est une mise en scène aujourd'hui qui lui profite parce que ça tend plutôt à crédibiliser son positionnement, son discours et la manière dont il s'ancre dans l'opinion. Donc on a un Éric Zemmour qui là-dessus parvient d'une certaine façon à se victimiser, qui parvient à montrer qu'il serait assailli par des forces qui seraient des forces opposées à cette vision de la France qu'il promeut. Et en ça, il a plutôt tout à gagner. Un autre fait de campagne, c'est la campagne du camp présidentiel, y compris sur le terrain, de plus en plus active, avec y compris des ministres. Oui, officiellement, Emmanuel Macron n'est pas encore candidat à sa propre élection, mais on en parlait déjà hier. En coulisses, ça s'active. Les soutiens s'activent en coulisses pour préparer la présidentielle via des comités de soutien un peu partout sur le territoire. Des élus locaux qui ne veulent pas forcément rejoindre La République En Marche, mais qui soutiennent le président. Il y a déjà eu plus de 200 déjà créés. Des soutiens, mais aussi des ministres. Après la ministre du Logement, dimanche dernier, Emmanuelle Wargon, sur un marché place de la Bastille. C'est la ministre du Travail, Elisabeth Borne, qui tractait ce dimanche à Poissy, dans les Yvelines, recueillant les avis des Français. Poissy en terrain conquis. Le maire, c'est Carl Olive, soutien d'Emmanuel Macron. On a voté Emmanuel Macron au premier tour de l'élection présidentielle à 30%, devant même François Fillon qui était arrivé à 22%. Écoutons Elisabeth Borne. C'est aussi important de participer à l'opération qu'on lance ce week-end à l'écoute, dans laquelle il s'agit d'interroger les Français sur ce qu'ils ont pensé du quinquennat et puis ce qu'ils attendent pour la suite. On a évidemment nos chiffres au niveau national, mais c'est très important aussi de rencontrer les Français et puis de les interroger directement sur la façon dont ils ont vécu les différents dispositifs qu'on a mis en place, ce qui a bien marché et puis ce qu'on pourrait faire de mieux. Voilà, une campagne petit à petit l'oiseau fait son nid. Est-ce que ça vous paraît, Marion Parizet, une bonne façon d'entrer progressivement dans la matière? C'est une inspiration qu'il a pu prendre sur la méthode de François Mitterrand, quand en 88, il a repoussé au plus tard sa prise en campagne. Un mois en gros. Il a attendu un mois avant l'élection. Pouvoir aussi faire monter un peu le désir d'une certaine manière. Aujourd'hui, il n'y a pas un désir d'Emmanuel Macron qui est flagrant. Il peut éventuellement avoir joué sur le fait que justement la crainte que va engendrer la montée d'Éric Zemmour puisse au final lui servir. Mais moi, ce que je trouve intéressant, c'est de revoir les ministres sur le terrain au tracté. Déjà, je me dis, ils doivent avoir très peu de militants pour envoyer les ministres tractés sur le terrain. C'est quand même assez triste. Et d'une certaine manière, ça c'est un peu un classique de la politique. Franchement, c'est classique, mais on envoie c'est ces très têtes tôt quand même d'affiche pour les envoyer. Mais ça fait penser aussi à la campagne des régionales, puisque beaucoup de ministres ont également fait la campagne des régionales.
La ministre Vargon, elle était au régional en Ile-de-France, s'il me semble, si je ne me trompe pas. Ouais, c'est vrai. Donc on a quand même un peu une nationalisation, enfin on avait la nationalisation au niveau des régionales, et là maintenant on a de nouveau les ministres dans la rue qui descendent quand même très tôt, alors que le candidat n'est pas déclaré. Le mélange des genres est assez particulier. C'est de bonne guerre, c'est écoutons. quand même. Jacques Chirac, on prend toujours Mitterrand, c'est le grand classique. Jacques Chirac, pour sa réélection en 2002, se déclare à Avignon. Je me souviens, on descend du train, une image incroyable avec la mer d'Avignon. On est en février, donc voilà. Écoutons une représentante du camp présidentiel, Cécile Rilhac, députée de La République En Marche. Madame, merci d'être avec nous en direct. Bonsoir. Bonsoir. Un mot sur la tonalité d'abord. On voit sur les murs du studio la couleur jaune avec ce 5 ans et 5 ans de plus. C'est un des slogans qui sont en train de se dessiner. Ce sera un des slogans définitifs pour vous? C'est un bon slogan, 5 ans de plus? C'est peut-être pas un slogan définitif, mais ça veut bien dire ce que ça veut dire. 5 ans de plus, c'est 5 ans de plus pour mener des réformes qui n'ont pas pu aboutir pour diverses raisons. C'est 5 ans de plus pour aller plus loin pour notre pays. C'est 5 ans de plus pour le président actuel, si en effet il se déclare candidat. Oui, ça donne un petit peu la tonalité de l'esprit de la majorité présidentielle aujourd'hui. C'est difficile quand on est sortant de ne pas être seulement sur un bilan, mais de susciter une forme d'espoir, de dire on va faire d'autres choses. Ça a toujours été la gageure des sortants, quelles que soient les époques et quels que soient les régimes. C'est quoi ce plus, ce supplément d'âme que vous pouvez promettre après 5 ans? Elisabeth Borne. Ce supplément d'âne, c'est oui, de s'appuyer sur un bilan, mais qui fait grise mine. J'entendais tout à l'heure tout ce qui se disait sur le plateau. On est quand même encore en période de pandémie. On voit bien que la sortie de crise au niveau économique, même s'il y a certains voyants qui sont intéressants au niveau de l'économie, moi quand je vais sur le terrain, j'entends bien des gens qui sont inquiets de ce qu'ils entendent dans les médias de certains pseudo-candidats. J'entends aussi des inquiétudes sur le pouvoir d'achat, sur la hausse des matières premières, sur la hausse des carburants. Donc ce supplément d'âme, c'est de dire qu'on est là. C'est plus qu'intéressant. Il y a 3% de croissance, c'est inédit depuis 1968. C'est vous qui êtes un peu modeste là pour le coup. Eh ben, on est peut-être un peu modeste, mais quand on a affronté le nombre de crises que nous avons affrontées depuis que nous sommes en exercice, je pense que l'humilité, c'est quelque chose dont on avait déjà à la base et qu'on continue à avoir. Aujourd'hui, on a 3% de croissance. Il va falloir que ça se confirme. Et puis surtout, il va falloir que le travail paye pour tout le monde, que les gens se remettent aussi au travail. Nous avons des difficultés. Il y a des secteurs qui ont des difficultés à embaucher, alors qu'il y a de la forte demande. Nous sommes, comme je vous l'ai dit, attentifs aussi à la pandémie, à savoir comment le virus se comporte aujourd'hui. Donc, oui, c'est très bien, 3%. Ça veut dire que les décisions que nous avons prises depuis 1 an, particulièrement avec le quoi qu'il en coûte, avec la mise en place du plan relance, voilà, ça fonctionne. Et nous avons l'intention de poursuivre sans crier forcément cocorico, justement, en étant toujours sérieux. C'est vrai que c'est pas forcément sexy dans une campagne présidentielle de rester concentré et de rester avec des objectifs qui font qu'on pense à l'intérêt général, à l'intérêt de nos concitoyens. Madame la députée, merci beaucoup. Campagne de terrain. Écoutez la séquence assez frappante de la ministre Elisabeth Borne qui pose les questions du fameux questionnaire, il commence à être connu, de l'AREM, pour essayer de susciter cet intérêt relancé. Donc ça fait 5 ans qu'Emmanuel Macron est président. Est-ce que vous avez l'impression que notre pays a avancé ou reculé? Avancé. Qu'est-ce qui vous a le plus plu dans le quinquennat? Avec la crise sanitaire, les aides qui ont été... même si on n'en a pas forcément... Vous êtes resté ouvert, hein? Oui, tout le temps. Qu'est-ce qui vous a déçu ou irrité dans le quinquennat? Je suis pas sûr qu'on puisse aujourd'hui parler de déception quand on parle comme ça d'un quinquennat sur un président, parce que surtout avec la période qu'on vient de traverser, je pense que c'est pas évident de... Après, ce qui m'a peut-être un peu déçu, c'est nous. C'est sur la taxe d'habitation, les choses comme ça.
Fabrice Dalméda, on a beaucoup dit, il y a Emmanuel Macron et personne autour. Est-ce qu'on commence à avoir des têtes d'affiche? On a vu Gabriel Attal il y a quelques instants, les Dupond-Moretti, Bruno Le Maire. Est-ce qu'on a quand même... Dans les ministres, il y a quand même Roselyne Bachelot, qui est une Roselyne populaire. Il y a Le Maire, qui est très présent. Après, là, ce dont on parle, c'est autre chose. C'est-à-dire, on voit qu'il est en train de mettre en place une infrastructure de campagne. On a parlé de Le Cornu. On peut penser qu'il y aura un certain nombre de personnalités de premier plan qui vont aller. Mais surtout, ce qu'on voit, c'est qu'ils essayent de mettre en place une espèce de structure qui puisse permettre de mobiliser les différentes composantes. La fameuse maison commune, à un moment donné, il va falloir qu'électoralement, elle joue. Alors, l'un des moyens, si on lit le Figaro, il y a un papier qui est assez éclairant là-dessus, l'un des moyens qu'ils veulent essayer de trouver pour justement attirer dans le macronisme des proches, c'est de s'appuyer sur les signatures. Parce qu'effectivement, Macron a le choix de choisir ses signatures. Or, il se demande si en prenant un certain nombre de partisans d'Édouard Philippe parmi les signataires, si ça n'implique pas davantage une frange du macronisme dont on a peur qu'elle s'autonomise un peu trop par moment. Un argument de campagne pour le camp présidentiel, c'est le chiffre qui est tombé cette semaine, qui est extrêmement frappant. Rappelons-le ici, c'est 3% de croissance trimestrielle, donc entre juillet et septembre, croissance française au troisième trimestre de 2021. Et puis en termes évolutifs, c'est encore plus marquant. C'est la plus forte croissance qui soit depuis, en comparaison, depuis 1968. Alors évidemment, on était tombé très en dessous, moins 8, mais on remonte à plus 6,6. Et on a vraiment là une dynamique. Est-ce qu'on peut espérer même... Alors il y a les deux théories, ça n'est qu'un rattrapage ou c'est la voie vers une forme d'euphorie. Avec une baisse du chômage, il faut le souligner, parce que ça, c'est quand même un aspect qui est crucial pour une partie des électeurs. Comment ça va se passer? J'aime bien cette question, c'est l'après. C'est l'après 2022. Et c'est vrai que les scénarios, il y en a en gros deux. Il y a le scénario de la croissance qui permet de rembourser la dette, parce qu'au fond, la question qui se pose, c'est les dettes massives qu'on a accumulées. Donc il y a deux manières de les rembourser. Il y a la croissance, parce que ça crée du surplus qui permet de payer la dette. Et la deuxième manière de rembourser, c'est l'inflation, parce que l'inflation, ça dévalorise la valeur de la monnaie, et donc ça permet de couper la dette. Et puis il y a aussi toutes les combinaisons qu'on peut trouver entre les deux. Et on voit bien qu'en ce moment, les prix repartent un peu. Donc on va avoir sans doute une combinaison d'inflation et de croissance. Pour un gouvernement, arriver à dire on a réussi à faire baisser le chômage, quelle que soit la part de chance ou de simplement d'action, ça c'est toujours... Mais quand même, la chance, ce sera un argument extraordinaire. Il est au plus bas, c'est un argument électoral. Je pense pas, justement. Je crois qu'il faut quand même saluer la performance globale de notre pays. Et puis, moi j'ai toujours... Je m'oppose à Macron, mais j'ai toujours dit quand même que sur le Covid, Bercy a rendu une copie quasiment parfaite. Il faut quand même le dire. L'accompagnement, le quoi qu'il en coûte, c'est parfait. C'est l'État-providence, ok, c'est du colbertisme, mais c'est parfait, c'est la France. Donc... Et sans crise, pardon, parce que rappelons-nous tous ceux qui disaient ce sera une catastrophe, il va y avoir une crise, on est en 1929. Certains disaient ce sera pire qu'en 29. Je suis d'accord, tout a été fait pour sauver, et je le redisais, les 4 pays qui ont pratiqué vraiment cet État-providence, Italie, Allemagne, Espagne et France, bien sûr, ont sauvé 50 ou 70 millions d'emplois sur la crise. Donc c'est merveilleux. Donc c'est un fonctionnement. Après, plaçons-nous du point de vue politique, qu'est-ce qui va l'emporter? La baisse du chômage, ça n'a jamais fait gagner Lionel Jospin, qui avait une cagnotte énorme. Par exemple, en 2002, il fait sa campagne sur le bilan, c'est un échec total. Mais c'est une faute stratégique quand même, il faut le dire. Il faut quand même qu'il y ait une faute stratégique. Il avait d'autres handicaps, disons. Oui, il avait un autre handicap, c'est qu'il avait une majorité trop éclatée. Oui, et en termes de faire rêver, comme disait Marion, peut-être qu'il n'était pas... Et personne ne fait rêver dans cette campagne. Excusez-moi, dites-moi qui c'est qui vous fait rêver. Personne. Honnêtement, depuis Sarko Royal 2007, on n'a quand même pas eu des campagnes qui nous ont fait rêver. Deuxième point, économiquement... Un minimum de parti pris qu'on fera d'ignorer. On remarquera notre silence gêné. C'est pas vrai, c'est pas un silence gêné. La participation le prouve. La plus grande participation, c'est 2007. Tout le reste, ça n'a fait que descendre après. Les faits sont têtus, pardonnez-moi. Ne juge pas. Je voulais juste dire que le problème... Je veux te dire que le problème, ça va être pour le gouvernement la question de l'inflation. Si elle reste à 4, est-ce que la vie chère va emporter dans l'esprit des gens et des électeurs au moment de voter? Est-ce que la vie chère va l'emporter sur les bons résultats? Un mot sur ces chiffres extraordinaires. Si on se rappelle le début de la crise, est-ce que ce n'est pas aussi une extraordinaire résilience de l'économie de marché, de l'économie libérale? On disait il y aura un monde d'après, vous vous souvenez, il y avait toutes ces théories. Là, on voit que comme après la crise de 2008, comme après tant de crises, comme après l'après-guerre,
l'économie libérale, après un désastre mondial, réussit quand même à une résilience sur fond d'économie libérale. Elle réussit à renaître toujours. Il y a un gros saluer la dépense d'État, Darius. Gros rôle de l'État dans la relance, c'est certain qu'il faut pas oublier. Mais en effet, justement, il y a quand même un petit peu le côté aussi too big to fail, peut-être, du système libéral qui est globalement accepté et commun à un grand nombre de pays. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est de se dire, bon, certes, sur ce plan-là, ça fonctionne pour le moment. Comment ça fonctionnera dans la durée, c'est vraiment plutôt là que la question va se poser. Et est-ce que l'aspect psychologique va passer? Parce que, en effet, c'est pas uniquement le chiffre de la croissance générale, mais est-ce que, même à tous les niveaux de la société, est-ce que dans les petits villages, les commerces vont s'en remettre? Est-ce que les touristes vont revenir? Est-ce que les différentes volets vont reprendre dans l'économie, parce que si l'économie dans son ensemble peut avoir une forme de résilience, ça n'est pas forcément équivalent pour tous les secteurs. Et on peut se retrouver avec des secteurs qui sont fortement touchés, qui vont avoir beaucoup plus de mal à s'en remettre. Fabrice Delmeda, on est bien d'accord, il y a des gens qui souffrent économiquement, on l'a rappelé souvent ici, notamment les étudiants, c'était même le thème du livre de Maxime Yeddo. Tout ça est incontestable, mais en moyenne, ce sont des chiffres excellents. Est-ce qu'il n'y a pas un fond un peu négativiste des Français, effectivement, de ne pas prendre acte de résultats aussi bons? Mais les sondeurs, pour le coup, nous disent ça. Ils nous disent une extraordinaire différence entre la situation pensée et la situation concrète. Sur leur situation, c'est le ressenti de la météo. Exactement. Sur la situation pensée, les gens sont très pessimistes. Et sur la situation vécue, en fait, quand on leur parle de leur cas, en fait, ils disent que leur situation ne s'est pas dégradée, voire qu'elle s'est améliorée. Donc c'est un paradoxe dans lequel on se trouve, qui d'ailleurs est relativement ancien quand on y pense, puisqu'on a été depuis pratiquement maintenant plus d'une décennie le pays pessimiste par excellence. Mais parce que les Français mettent ça en perspective avec la situation au-delà de la France. On voit c'est la question du déclassement, c'est pas une reprise mondiale. Là, on est dans une reprise mondiale. C'est pas seulement mais la France, quelle est la reprise de la France par Mais rapport souvent, aux autres ce sont pays, des bons signes de reprise mondiale. Les pénuries sont aussi des signes de reprise mondiale. Il y a quand même avoir une espèce de vision à 360. On parlait de la Chine tout à l'heure par rapport à l'épidémie, mais il y a aussi une croissance mondiale qui est menacée, justement à cause de ce qui se passe en Chine. Ensuite, on parle du bilan d'Emmanuel Macron, mais à quel prix? Les fameux 100 milliards du plan de relance. On a pour l'instant une croissance qui est aux alentours de 6 et quelques %, voire 7. Au Royaume-Uni, qu'on est en train de détester, ils sont à 6,5 et on ne fait pas autant d'éloges. Et bizarrement, on n'aime pas trop se comparer à eux. Ça, c'est la première chose. Ensuite, il y a quand même... je suis assez surpris quand on qualifie ces résultats d'excellents. 7% de chômage. Il n'a jamais été aussi bas, mais 7% de chômage. Le plein emploi, c'est pas 7% de chômage. Ah oui, d'accord, mais le plein emploi dans les années 80 sous Mitterrand, quand il parlait et qu'il avait la fameuse phrase « on a tout essayé », on était à 3,5%, c'était pas 7%. Ça représente presque 4 millions de chômeurs. Je ne suis pas sûr que ce soit un formidable argument de campagne de dire qu'on a 4 millions de chômeurs. Et en effet, ça participe. On parle de la fameuse économie industrie qui reprend. On a perdu des places, par exemple, pour l'industrie automobile en Europe. Et ça concerne énormément de salariés. Donc le déclassement, il est là et la reprise, elle est quand même un tout petit peu nuancée. Maxime Yeddo, merci. La nuit qui vient sera spéciale. Alors, je dois vous faire un aveu, j'ai jamais très bien compris si on perd une heure ou si on gagne une heure. Voilà, je suis vraiment le spectateur tout à fait moyen. On gagne ou on perd alors? On gagne une heure de sommeil. On va gagner. Ouais, à 3h, il sera 2h. Déjà, est-ce que vous savez quand ça a été instauré, ce changement d'heure? C'est Giscard. 76. 1976. Pour faire baisser la consommation. Choc pétrolier, on s'est dit qu'il fallait réaliser des économies d'énergie, donc on l'a mis en place. Alors c'est vrai qu'en 2019, Bruxelles avait voté la fin de ce changement d'heure. Que s'est-il passé? On rembobine. En 2018, on est 86% sur les 5 millions d'Européens à répondre à une consultation sur le sujet. On se prononce pour la fin de ce cycle. Chaque pays devait choisir de rester à l'heure d'été ou d'hiver. Les Français consultés en 2019 par l'Assemblée nationale, on avait choisi à 59%, allez, l'heure d'été. Depuis, les discussions sont au point mort. C'est ce que nous dit Karima Delli, la députée européenne Europe Écologie et Les Verts, qui défend cette suppression du changement d'heure. Les États sont plutôt d'accord sur le principe, mais pas vraiment sur le fuseau à garder. L'Ukraine ne veut pas être sur le même fuseau, par exemple, horaire que les Russes. Et les... Étonnant. On se demande bien pourquoi. Et les pays du Sud veulent, eux, l'heure d'été, mais ceux du Nord, l'heure d'hiver. En tout cas, ce n'est pas à l'ordre du jour. On écoute Karima Delli. On a eu un agenda politique européen qui a été vraiment surchargé et on peut comprendre qu'à un moment, les chefs d'État n'avaient pas forcément en priorité la question du changement d'heure. Le changement d'heure ne sera pas la dernière fois, ni ce week-end, ni l'année prochaine. Parce que pour pouvoir anticiper ce changement d'heure, il faut compter au moins 1 voire 2 ans.
Donc la crise sanitaire a fait retarder tout ça, et c'est pas pour maintenant. Il y a des études très sérieuses là-dessus, sur qu'est-ce que ça fait sur le métabolisme, etc. Et alors, c'est bien, c'est pas moi, bien. je n'en sais rien. Parce que c'est très rare que Françoise de Gois dise « je n'en sais rien ». Voilà, c'est partie des sujets sur lesquels je n'ai aucun... Je revendique le droit à l'ignorance selon Barthes. Mais vous tenez à le dire quand même. Selon Barthes. Ben oui, cette bonne guerre. Soulignons Il aussi ne faudrait pas changer, en fait. le sens du sous-titre de notre chef d'édition, Quentin Briand, 1 heure de dodo en plus. On s'en appelle désespéré. Ça, c'est toujours une bonne nouvelle. C'est un débat, à part sa politique, ça a été énorme. Il ne faut pas... C'est fascinant. Non, mais en réalité, c'est fascinant parce qu'on a cru que c'était une question totalement simplette, qu'on pouvait aller cocher avec un vote et que ça allait être réglé. Mais en fait, ça a posé des questions. On a commencé à dire ça serait quand même bien de réunir notamment les ministres européens des transports et les ministres européens de l'agriculture parce que ça va poser pas mal de problèmes avec les échanges, les travailleurs transfrontaliers. Les ministres européens ont commencé à paniquer. Donc ça a provoqué un vrai débat. Pareil dans le milieu de l'agriculture avec les élevages, l'aviation. Dans mon pays, la Suisse, je peux vous dire que vis-à-vis des vaches, il y a eu tout un débat. Mais on l'a oublié. Mais rigolez pas. On l'a oublié, mais en France, on a eu largement ce débat. Et ce qui me fascine, c'est le côté en fait suradministratif de Bruxelles. C'est-à-dire qu'on a cru que c'était réglé. Là, on s'est aperçu que c'était un peu plus complexe. Et ce qui me fascine encore plus, c'est qu'on ne dit pas « Ah oui, c'est vrai que c'était un peu plus compliqué qu'on le pensait ». On dit « Mais vous savez, le Covid, il est passé par là, donc ça devient tellement complexe. » Je peux témoigner que certains Suisses un peu conservateurs gardent leur... ils ne font pas le changement d'heure, donc pendant 6 mois, ils essayent de réfléchir chaque fois quelle est leur... Mais on a la chance maintenant, on a des montres sur lesquelles ou des téléphones sur lesquels on peut avoir plusieurs fuseaux horaires, donc on peut en abuser. Mais sur la santé, il y a un truc de... Sur la santé, juste un petit point sur la santé. Un petit point juste sur la santé, parce que j'ai regardé ça, ça m'a amusé. Il se trouve que quand on passe à l'heure d'été, il y a en général 25 000 crises cardiaques de plus. Et donc, ils ont regardé, et en fait, quand on passe à l'heure d'hiver, en fait, il n'y a pas de crise cardiaque parce que visiblement c'est plus proche du métabolisme. Donc ça a quand même des effets très importants. Mais je t'assure, il y a des études qui sont faites, je n'ai jamais rien compris à ça. La chronobiologie, c'était le gros mot que je voulais dire pour embêter Maxime. La chronobiologie. Donc on a des buts qui ici m'embêter si quelqu'un peut faire quelque chose. Mais il y a surtout que pendant un temps on disait que la fameuse changement d'heure, ça avait un problème. 20% des personnes se sentaient traumatisées, avaient des problèmes de santé. Le Parlement européen justement sur ça a fait une étude, a dit que c'était totalement faux. Voilà. Il n'y avait que ma conclusion. Dormez bien. Votre monde changera toute seule, Darius. C'est pas la peine cette nuit. Mais la question, c'est est-ce que l'Europe doit être sur le même fuseau horaire. En fait, c'est ça. Et c'est ce mythe qu'on a envie d'avoir, alors que quand on va aux États-Unis, on sait qu'on peut être dans le même pays avec plusieurs fuseaux horaires. Heures de vol et 2 heures de bagnole. Une question fondamentale, comment on gère le temps. Vous avez vu ce qui s'est passé en Russie, il y en avait 12, Poutine les a fait réduire à 8 pour des questions aussi politiques, de transport, d'approvisionnement d'électricité. Donc ce n'est pas si anodin que cela. Mais je regrette de ne pas m'y intéresser. Merci beaucoup, mais vous allez potasser le sujet pour la prochaine fois. On a une heure de plus. Voilà. Au moins ça, c'est clair. C'est le moment presque de souhaiter bonne nuit. Avec demain un rendez-vous au grand jury. Rendez-vous au grand jury. Anne Hidalgo sera l'invitée du grand jury RTL, Le Figaro, LCI. Voilà, à suivre demain à partir de midi. Merci beaucoup à vous toutes et à vous tous. Merci à toi. Merci beaucoup. Merci à toute l'équipe qui a préparé cette édition. Rendez-vous demain. Merci.